les mecs que je veux ken. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, j'espère que vous allez bien en cette mi-novembre 2020 pluvieuse qui se refroidit et n'est pas prête d'être déconfinée. De mon côté, ça va. J'ai plutôt la forme. Je suis très heureuse de vous faire découvrir cet épisode 28 avec Verino. Bon, on a enregistré chez moi et je sais pas ce que j'ai foutu, mais je me suis rendu compte au bout d'une heure que ma carte SD était pleine, que je l'avais bien formatée pourtant mais mal vidée et heureusement j'avais un backup son avec l'iPhone, mais il était à côté de moi et loin de Verino, donc je m'excuse. J'ai essayé au max d'améliorer la piste de Verino avec mon ami Fred Cham qui m'a mis des filtres et effets audio, mais les 3/4 de l'épisode, vous allez entendre la voix de Verino de façon un peu lointaine, un peu comme si je l'avais interviewé sur Skype, alors qu'on papotait dans mon salon en mangeant des pains au chocolat et de la babka, c'est con. Mais écoutez l'épisode. Jusqu'au bout, le dernier quart, j'ai réalisé mon erreur de carte SD et rapproché l'iPhone de Verino. Voilà, donc vous l'entendrez mieux. Et j'aime cet épisode parce que Verino est le tout premier humoriste invité des mecs que je veux ken qui dit, assume, revendique n'avoir connu qu'une femme dans sa vie, sa femme. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir son point de vue sur le couple, l'amour et l'humour. Verino a plein de conseils sur comment réussir sa carrière de stand-upper en étant au max indépendant. Verino, c'est quand même le gars qui remplit un Rex, un Olympia, mais vous verrez, il est très sage et extra lucide dans son rapport au public. Dans cet épisode, Verino, excusez-moi, je tremble, mais c'est parce que mon chat, j'enregistre cette intro chez moi, et mon chat vient de sauter du meuble de la cuisine pour là sauter sur mes genoux. Minou, allez, trouve ta position, laisse-moi finir mon intro. Voilà. Je disais que dans cet épisode, Verino revient sur son expérience chez Ruquier, dont on ne demande qu'à en rire, et ce qui l'a mené vers YouTube, là où il a bâti sa communauté et ce qui le rend très indépendant aujourd'hui. Bon, je m'excuse encore pour le son, les gars, voilà, accrochez-vous, ça va vous étonner au début, puis vous allez oublier. Et merci à Nat LM pour ses 5 étoiles. Voilà, je vais vous lire maintenant le dernier avis sur Apple Podcast. Je découvre ce podcast et il est vraiment sympa. Rosa est super naturelle et authentique, un vrai plaisir à écouter. Oh, merci beaucoup Nat pour ces gentils mots et ces 5 étoiles. Je vous réserve à tous, décidément j'arrive pas à articuler, mais c'est parce que Minou n'arrête pas de bouger. Je vous réserve à tous une grosse surprise pour l'épisode 30, qui sortira le 30 novembre. Bon, c'est un peu un rêve qui se réalise pour moi. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez le 30 novembre, l'épisode 30. Waouh! Et aussi décembre, hein. Le mois de décembre, il y aura un thème spécial. Mais je vous en dis pas plus, et déjà, je vous laisse à présent dans les bras de Verino et moi. Minou! Non, mais c'est moi, je trouve, le luxe, je pense, ce serait d'alterner les deux. Mon rêve, ce serait de rencontrer un homme hyper riche, qu'on ait une résidence secondaire en genre proche de Paris, c'est-à-dire en fait en vrai Fontainebleau ce serait l'idéal, ou Rambouillet en effet, pour pouvoir là en 3/4 d'heure être dans la forêt. Ouais. Et Vincennes, ok c'est cool, mais ça reste Paris quoi. Et ensuite une vraie genre maison de campagne pour partir, qui soit proche de la mer. J'avoue que la Bretagne j'adore. Donc je pense la Bretagne c'est trop beau. Et ensuite, par contre, ne pas que tous les endroits qui sont de l'ordre du soleil, là, vraiment, s'offrir des hôtels. Ouais. Tu vois ? Mais parce que en vrai, en Bretagne, est-ce que tu as envie de payer un hôtel en Bretagne ? En Bretagne, t'es content d'avoir une maison, et au pire, c'est pas méga confort, mais t'as les grosses couettes, t'as les grosses couvertures. Exactement, tu vois ? C'est ça le truc. Tu ranges les plaids. Mais t'as pas envie de luxe en Bretagne. T'as pas envie de luxe en Bretagne. Alors que si tu pars en Italie, si tu pars en Grèce, t'as pas envie d'entretenir une maison en Grèce. T'as envie de te faire kiffer une semaine en Grèce, quoi. Donc ça, tu vois, ça serait un bon... Donc moi, je pense qu'il faut que vous rachetiez une nouvelle maison en Bretagne. Et que... Et moi, je pense qu'il faut pas que tu rencontres un mec riche. Non, ça m'est jamais arrivé. Donc c'est simple. En vrai, je m'en fous. Ça, c'est un truc sincère, c'est que j'ai jamais été particulièrement attirée par des mecs qui ont de l'argent. Et même, je sais pas pourquoi, mais... ça me dégoûte un peu. La dernière fois, qu'est-ce que c'était ? C'était un gars qui, en effet, avait un peu grandi dans le 16e et qui avait fait son lycée à Massillon. Puis il avait des expressions de yeuve et il était très... je sais pas comment dire...
Tu sais, puis c'était genre 16e, puis 7e, puis il avait eu une première nana et ensemble ils faisaient des partouzes. Et tu sais, il y avait ce truc, mais trop bourgeois, il y a trop d'argent. Il y a cet endroit de l'argent qui fait que tu vas à des partouzes. Bah, tu vois, t'as tellement d'argent, bien sûr que tu fais des partouzes. Tu vois, qu'est-ce que tu peux encore acheter, qu'est-ce que tu peux, tu vois. Mais, et ça, c'est trop pour moi. En fait. J'ai pas assez de thunes encore. Je suis en train de regarder mon compte en banque, je suis marre, j'ai pas un compte en banque à partouze. Je continue. Bon, attends, je te lis ton poème. Oui. Je pourrais dire bien sûr que Verino est bourré de talent, qu'il est drôle, fin, attachant, mais tout le monde le sait, tout le monde le voit bien. Ce que je peux dire de plus personnel, c'est que la douceur de Verino, j'y suis particulièrement sensible, parce que si je n'avais pas croisé sur ma route du stand-up des personnes qui m'ont souri, qui m'ont parlé, se sont souvenues de mon prénom, m'ont invité à leur spectacle, eh ben j'aurais arrêté, parce que c'est très 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 dur, c'est très très violent le stand-up, et que j'ai croisé aussi beaucoup de personnes qui m'ont ignoré ou m'ont prise de haut, et moi j'avais besoin d'appartenir, de sentir que c'était proche et possible, les plateaux et l'humour. Je devais faire les premières parties de Verino à la Nouvelle Ève avant le couvre-feu, puis le reconfinement, et là, dégoûtée. Je me réjouissais, 1, de voir son nouveau spectacle, 2, d'avoir l'honneur de rencontrer son public et rendre mon 7 minutes toujours plus percutant, et peut-être pouvoir le faire rire, Verino, et ainsi qu'il devienne l'un de mes mentors du stand-up avec Yacine Bellous et Marina Rollman, dont j'ai fait les premières parties aussi, et qui m'ont tant aidé à me développer, à trouver mes marques. J'aime l'espèce de hiérarchie saine du stand-up, qu'il y ait des aînés qui ont plus de métiers, cela me rassure, que le stand-up soit de l'artisanat, et que si tu travailles, tu progresses, ça prend, mais il n'y a pas de succès miracle. Il y a des stratégies, bien sûr, de la com, mais il faut taffer sans cesse, se remettre en question et oser communiquer, oser être à différents endroits. Verino, la bienveillance, est-ce que c'est inné chez toi ? As-tu toujours été comme ça, ou tu l'es devenu ? Pourquoi les mecs que je ken ne sont-ils pas adorables comme toi ? Est-ce moi qui le mérite, qui le cherche ? Est-ce moi qui suis méchante ? Je parle en langage Disney. Mais sincèrement, comment on devient une vérinette ? Parce que tous les gars que je rencontre là récemment me parlent polyamour et que l'exclusivité c'est un fantasme, que la fidélité ça marche pas, ça existe pas, qu'il faut être libre et que moi je veux la monogamie, bordel. Et on me rit au nez, on me fait t'as toujours pas compris que t'es bisexuel, bref. Voilà, Verino, l'homme humoriste qui fait encore croire que l'engagement est possible. Waouh, t'as la pression, du coup, j'ai la responsabilité de l'engagement, c'est chaud. C'est clair. Ça c'est intéressant tout ça, parce qu'effectivement, alors le polyamour, moi j'y crois pas du tout. Okay. Je trouve que c'est, enfin pour moi, tu dois pas, je peux concevoir qu'on désire d'autres personnes, évidemment, moi, je suis pas non plus une chose, enfin je suis pas stupide, et puis j'aime bien faire l'amour, c'est trop bien, mais je crois pas au polyamour parce qu'il y a un côté un peu, enfin moi je sais que je peux pas être amoureux de plusieurs femmes, ça c'est clair et net, et je pense que je serais absolument enterré de mort, de jalousie, que ma femme soit amoureuse de plusieurs mecs. Je me sentirais en compétition, je supporterais pas ça. Et ça, c'est pour ça que vraiment je crois pas au polyamour. Pour moi, l'amour, c'est toi et moi contre le reste du monde. T'es avec quelqu'un et tu dois être absolument... Après, que les mecs aient envie de baiser ou que les meufs aient envie de baiser ailleurs, ça, c'est leur règle interne de couple. Ouais, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'en plus, il y a complètement moyen d'y résister. Moi, ça me fait douter l'acharnement. Les gens me disent, ouais, mais moi, j'ai jamais trompé de petits copains avec qui j'étais. Après, le max que j'ai fait, c'est 3 ans. On me dit, ouais, c'est pour ça. Oui, non, mais en fait, je pense que chacun a sa propre vérité, mais que chacun essaie de faire croire que sa propre vérité elle est bonne en disant tous les autres pensent pareil. Donc le mec il va te parler du polyamour en te disant mais t'as pas compris, c'est le futur. Et peut-être que c'est le futur parce que la société finira par décider que c'est le futur, comme la société a décidé que c'était le futur d'être à deux. Mais moi je crois qu'en fait c'est ta société à toi qu'il faut que tu crées. Moi c'est ce qu'on a fait avec ma femme. On a créé notre société à deux et dans notre société on a nos propres règles qui nous appartiennent et ça m'a posé un problème pendant un certain temps, moi la fidélité, parce que je ne supportais pas d'avoir l'impression que c'était justement la grande société, celle où il faut se marier, avoir des enfants, etc., qui m'impose de faire ce que j'avais envie de faire. Or là, moi, me marier et avoir des enfants, c'était pas mon kiff à la base de me marier. Mais cette femme avec qui je suis depuis 21 ans bientôt, tu vois, on a tellement fabriqué de choses, et puis c'est mon âme sœur, c'est ma meilleure pote, c'est ma meuf, c'est génial, que j'ai eu un moment où je me suis dit, j'ai envie de passer une étape sans m'engager. Tu vois, ma femme, par exemple, c'est la femme de ma vie aujourd'hui. Ouais. Mais jamais je lui dis je t'aimerai toute ma vie, parce que j'en sais rien du tout. En revanche, aujourd'hui, je t'aime toute ma vie. Tu vois.
Et on est vraiment là-dedans tous les deux. Et donc moi, là, j'avais un vrai problème d'avoir l'impression que la fidélité, c'était quelque chose obligatoire, que la société nous imposait, que j'avais un mouvement et on en a beaucoup parlé avec ma femme, où je lui dis, mais moi, je n'aime pas que la société décide de comment nous vit notre couple. Et en fait, notre situation, justement, notre solution, ça a été de créer notre petite société. Vraiment, je le dis avec des gros guillemets, mais de se mettre autour d'une table et de dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, comment on organise ça, voilà ce sur quoi je suis intransigeant, voilà sur ce quoi moi je suis intransigeant, et puis on trouve des chemins comme dans toute micro-société. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mecs veulent imposer leur propre micro-société à eux, en te disant mais tous les autres sont d'accord. Et donc toi, tu es obligé d'appartenir à cette grosse société et de fonctionner pareil. Mais non, le mec, il faut qu'il remette. Alors il a des envies et des questionnements et des trucs, mais quel que soit tout ça, à partir du moment où vous rentrez, toi et lui, dans une relation, c'est votre société qui prime. Ouais, et puis en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu débile de savoir a priori déjà ce que tu veux. C'est-à-dire que là, ce que tu racontes avec ta femme, c'est qu'en fait, c'est de ce que tu dis au fur et à mesure que vous avez compris et discuté de ce que vous désiriez, c'est ça. On est encore des bébés aujourd'hui, quoi. Non, on s'est rencontrés à 16 et 17 ans. Donc effectivement, tu vois, on était des gamins de chez gamins. Et c'est la seule femme de ta vie ? C'est un truc de dingue comme j'ai... Mais ouf. Tu vois, c'est marrant parce que tu te souviens de cette chanson des L5 ? Toutes les femmes de ta vie. Oui. En toi réunis. Ouais, mais je peux pas dire que Marion c'est la seule femme de ma vie, tellement on a 17 ans et on en a 38 aujourd'hui, mais c'est 1000 femmes différentes que j'ai connues. J'ai connu et puis même elle aussi, c'est pareil, elle a connu un gamin qui rêvait un jour de faire des blagues, elle a connu un mec qui savait même pas ce que c'était que le stand-up, qui a fini par en faire naturellement, puis qui a fini par... En fait, elle m'a connu dépressif, enfin pas dépressif, mais triste, affronter des murs que j'arrivais pas à franchir. Puis elle m'a connu m'épanouir, et puis elle m'a accompagné là-dedans dans chaque seconde. On est vraiment à deux sur chaque projet. Donc elle a toujours été là. Vous étiez au lycée ensemble ? Ouais, on n'était pas dans la même classe, mais on s'est rencontrés au lycée. Vous vous êtes rencontrés au lycée, et tu te souviens de la première fois que vous êtes sortis ensemble, du premier baiser échangé ? Ouais, mais de ouf, mais tu sais, c'est un truc... en fait, c'est très très simple de s'en souvenir. Pas comme si j'avais eu 14 ans avec qui ça s'était passé. Moi, c'est-à-dire, cette fille-là, déjà, je pense que j'ai de la chance de l'avoir rencontrée si tôt. C'est l'âge où tout est possible, où t'as l'impression où tu tombes amoureux, où t'as un coup de foudre. Aujourd'hui, moi, j'ai trop vécu pour avoir un coup de foudre. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire, le cœur vieillit, ouais, c'est clair. Et ça veut pas dire que tu peux pas tomber amoureux, mais ça veut dire que tu as un peu d'expérience et que tu sais qu'il va y avoir une période d'écoute. Tu sais qu'il va y avoir une période pas facile, tu sais qu'il va falloir que tu te fasses entendre, tu sais qu'il va falloir que tu t'arrondisses les angles et tout ça. Nous, on savait pas, donc on s'est vu. Et puis au moins, vous avez pu formater un peu vos personnalités à deux. Moi, parfois, je me dis aujourd'hui, est-ce que j'arriverais à... Enfin, je dis pas que je suis une vieille fille, mais je me dis que je suis devenue tellement indépendante. Avec ton chat sur les genoux, franchement, c'est clair. Je me suis habituée. Si je le mets pas sur mes genoux, il va nous faire chier pendant tout l'enregistrement. Il va miauler, il va faire son intéressant. Mais oui. T'es devenue tellement indépendante que je sais pas si j'arriverais à remodifier mes habitudes. Ça a besoin. Ouais. En fait, tu les modifieras naturellement. Oui. Enfin, je dis ça comme si je savais quelque chose, mais en vrai. Moi, c'est pareil, je suis tellement indépendant. C'est-à-dire, si ma femme me quitte demain, je suis incapable de vivre autre chose comme relation. Mais oui et non. C'est-à-dire, je dis, je suis incapable d'eux. Et en fait, notre relation, elle évolue tellement au fil du temps. Je pense que ce qui manque aujourd'hui pour que les couples y tiennent, j'ai l'impression que c'est juste de l'écoute, quoi. Juste, t'es pas obligé d'être d'accord, mais juste entendre ce que l'autre te dit au quotidien. Je parle de tout, quoi. Nous, notre précédent gros chantier, c'était la charge mentale, par exemple. Elle avait l'impression d'en avoir beaucoup. C'est même pas elle, je pense que c'est moi qui ai réalisé qu'elle en avait beaucoup et je me suis renseigné sur des trucs. J'ai un parcours de féministe qui est grandi, et puis donc je fouille un peu plus pour essayer d'être un bon gars. Et quand je découvre qu'en fait, il y a une charge mentale de dingue, alors elle me dit que non, j'ai toujours été... T'as aussi partagé, t'as aussi contribué. Ouais, t'es vachement papa, c'est trop drôle. Moi, j'adore tes anecdotes sur scène. Enfin, c'est trop marrant. Et j'aimerais trop voir à quoi il ressemble, ces fameux 3 grands blonds, quoi. C'est tellement drôle. C'est
tellement trop à ma stock. Et là, ce matin, je suis fatigué, je suis épuisé. À 7h20, il y a le dernier qui s'est réveillé pour demander le biberon, puis il a voulu venir dans le lit, puis le deuxième qui a 5 ans est venu dans le lit aussi. Et à partir de cette heure-ci, c'est plus possible, je me suis pris. Et donc j'ai essayé de dormir. Mais est-ce que c'est pas la plus belle période de ta vie? Est-ce que parfois t'as pas des moments d'angoisse où tu te dis un jour ils seront adultes Ah non, pas du tout. Non, c'est vrai? Non, parce que en fait j'ai toujours l'impression que c'est toujours la meilleure période de ma vie. Quand je regarde toutes mes étapes, enfin je sais pas, t'imagines toi aussi au début de ton stand-up où tu te disais quelle galère, où il faut comment ça se passe et tout ça. Et en fait peut-être que maintenant tu regardes le truc en te disant putain c'était génial en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était... Oui, il y avait toujours quelque chose. C'est vrai qu'à chaque moment il y a... Enfin, moi je suis contente par exemple d'avoir trouvé pas une sagesse, mais de moins souffrir des bides ou de pas tout remettre en question quand il y a un bide, ou tu vois. Ça, s'il y a que la pratique qui t'apporte ça. Ouais. Ouais, parce que au début, en fait, je voudrais rebondir sur un truc. Tu parlais de bienveillance tout à l'heure. D'où te vient cette bienveillance? Je crois qu'il y avait ça. Ouais. Et en fait, je crois que c'est une de mes clés de survie. Ok. C'est que je réagis à ça par rapport à ce que tu viens de dire sur le ne plus souffrir des bides. Je pense qu'il y a un moment où je regardais les gens, ça n'a pas duré longtemps, mais où je pouvais regarder les gens et quand ils bidaient, j'étais mal à l'aise et je trouvais ça important. Et à partir du moment où j'ai commencé à regarder les humoristes bider et simplifier ça en disant bon, on s'en fout, on est là pour bosser. Et ben ça m'a déclenché quelque chose, c'est là que j'ai commencé à devenir vraiment bienveillant parce qu'en fait on s'en bat les couilles vraiment d'une force totale. Et à partir du moment où j'ai regardé les gens en me disant mais on s'en fout, et ben j'ai imaginé que les gens commençaient à se dire la même chose quand moi je faisais des bides. Et c'est pour ça que j'assume tout à fait sans aucun problème des bides, y compris dans mes vidéos. Je fais une vidéo par semaine, tu sais, sur YouTube. Ouais, bien sûr. Et c'est en public, quand la vanne elle marche pas quoi. Ouais. Et elle marche pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était mauvaise, non? Après, en plus, en même temps, oui, comme tu te renouvelles tellement de semaine en semaine, enfin, c'est une écriture que c'est obligatoire, que c'est tellement vite. D'ailleurs, c'est impressionnant cette fréquence. Bah écoute, ouais, je crois que c'est le seul truc sur lequel... Alors moi ça m'impressionne. Ouais. Je crois pas que ça impressionne grand monde. J'ai l'impression que il y a un truc un peu de... Bon, ça se fait, c'est comme ça. Chaque semaine, une vidéo qui sort. Moi, quand je regarde les trucs, là, ça fait du coup depuis tous les confinements que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Je me dis putain quoi, ça va repartir. Mais ouais, ça se trouve. Mais c'était énorme. D'ailleurs, peut-être que même le confinement, d'une certaine manière, ça t'a permis de faire un break. Ouais. Moi, j'en fais toujours un du coup en juillet-août. Ouais. Mais c'est vrai que là, mars dernier, j'étais vraiment épuisé. J'ai 200 vidéos quoi. Mais c'est énorme. 200 vidéos. Et je me suis piqué à moi-même une blague. Je le savais pas, mais il y a un gars qui m'a envoyé un mail en disant regarde, ta vanne que t'as faite là, tu l'as déjà faite dans l'épisode 84. Ah ouais. Je regarde effectivement. Oh, putain, mais c'est un méga fan parce que c'est plutôt chouette qu'il ait cette fidélité. Mais donc pour revenir à ta relation avec Marion, c'est ça que ce que je trouve chouette dans ce que tu dis, c'est que vous avez réussi à traverser les moments de déprime. Tous les moments de... En fait, on a une impression, évidemment j'étale jamais ma vie privée au-delà de ce qui est marrant, tu vois, mais un couple, quand je disais à la sortie de ton truc, quand je dois endosser la responsabilité du couple qui fonctionne, en fait elle est hyper dure cette responsabilité-là, parce que t'as envie de crier à tout le monde que mon couple il est pas parfait, mon couple il est parfait parce qu'il est pas parfait en fait. Mais ça a jamais été facile quoi. Enfin je dis ça, c'est un mensonge aussi parce qu'en vrai on s'est pas engueulé de tout le confinement, on s'est pas engueulé de nos 21 ans, on s'engueule jamais. Mais on s'engueule jamais parce que on est deux personnes vraiment à l'écoute. J'ai l'impression que quand il y en a un qui va mal, l'autre avant de revenir puncher de l'autre côté pour se battre va laisser passer le truc et revenir en disant bon visiblement il y a quelque chose qui va pas et il va falloir qu'on en parle parce que là, ta réaction, moi, elle me bloque aussi, et donc ça va pas, quoi. Et donc on est très, très... Très protecteurs, très attentionnés l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis on se laisse le droit à l'erreur, en fait. En fait, c'est un peu comme deux meilleurs amis qui... C'est vrai, qui baisent. Ouais, qui baisent. Mais c'est ça qui est très difficile. En fait, c'est le rêve, mais le problème, c'est que... c'est de baiser, parce que même moi, ma petite relation de 3 ans, où tu vois, c'est pas long... Mais est-ce que j'avais toujours envie, et pourtant j'ai eu l'impression quand même qu'à un moment
l'amitié supplanter l'attirance sexuelle? Alors, pour moi, là, évidemment, on a passé ces étapes-là. Ouais, mais c'est pas grave. Mais alors déjà c'est pas grave, déjà il y a des moments où peut-être t'as moins envie, Ouais. ça faut l'accepter, Ouais. c'est des moments, Ouais. tu kiffes moins, Ouais. et peut-être même que si tu lui dis, il va te dire la même chose, hein. Il va Ouais. te dire, moi c'est pareil en ce moment. Ouais. Et rien que le fait de le dire, moi ça m'est arrivé déjà de lui dire, écoute là en ce moment je sais pas, Et de retrouver l'envie. ouais, d'un coup, t'as juste ton cerveau qui est reptilien qui se réveille, non en fait si ça va. Et en fait il y a plein de choses comme ça où je pense que notre désir, déjà c'est une machine très compliquée le désir. Ouais. Et à mon avis, il peut être simplement bloqué par le fait que tu te demandes si tu désires l'autre. Ouais. Et juste le fait de mettre le doigt dessus et de dire bah je crois qu'en ce moment je te désire pas, en fait, ça simplifie un truc. Tu vois comment l'autre le reçoit aussi, parce que on est quand même dans une société de pression. C'est-à-dire que non seulement il faut que l'autre te désire, il faut que toi tu désires l'autre. Si t'es pas assez performant pour désirer l'autre correctement, faut pas t'étonner que l'autre il se sente pas désiré et que du coup, en fait, on est que dans une société de consommation. Ouais, c'est clair. Moi, notre couple, on essaye au quotidien de le sortir de ce truc de C'est consommation. ce que dit Blanche Gardin, qu'elle est heureuse de pas être un homme parce que genre elle détesterait devoir bander. Oh là là, quelle horreur. Et c'est vrai que putain la pression de bander, ouais, j'avoue que c'est ça qui est un peu compliqué, ouais. Je pense que tu as la pression de bander à partir du moment où tu te poses des questions bizarrement à fond sur le désir de l'autre, sur comment, de quoi t'as l'air, qu'est-ce que tu représentes. Enfin, il y a un truc... moi, j'ai jamais eu de problème érectile. Et c'est Génial. un truc... et je pense que c'est dû au fait que, simplement, ma femme ne me regarde pas comme un objet qui doit la satisfaire. Et en fait, c'est toujours un heureux hasard. Ouais, Ouais, c'est beau. en fait, comment on travaille. Enfin, tu vois, et c'est un heureux hasard qui, des fois, fort totalement. Ouais. Et des fois, on baise mal. Et on Ouais. se le dit en disant, Ouais. ah, c'était nul. Bah Ouais. ouais. En fait, il n'y a rien d'important. Il y a Ouais. juste deux potes qui essaient de trouver le moyen de faire kiffer l'autre. Et moi, je pense que c'est vraiment dans ces moments-là que tu fais résonner quelque chose sexuellement. Le moment où tu te dis, bah alors attends, elle, visiblement, on est ensemble pour un moment. Ouais. Et peut-être qu'elle attend pas aussi un truc cliché de virilité de toi. Peut-être Ah ouais, que pas du tout, justement, si elle a Déjà, si accueilli t'attends la la part vérité de sensible. chez moi, c'est pas le premier truc que tu trouves. Je pense que tu vois, je suis pas un mâle dominant avec ses gros muscles, je suis pas ce genre de gars-là. Je pense que ce que tu recherches chez l'autre, enfin, tu sais ce que tu peux obtenir. Je sais pas comment dire ça, mais. Ouais, mais le mal dominant, moi j'en suis un peu revenue en fait. J'ai l'impression que c'est pareil. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas. Tu sais, c'est un peu comme ces mecs mystérieux. Oui, c'est ça. Et en fait, ils sont teubés. Le mal dominant, c'est juste un gros débilos. Enfin, tu vois. Après. Il peut être violent parce qu'il a vu ça dans les films porno et qu'en fait il croit que t'adores avoir sa bite dans tes Ouais, gorges. c'est débile. Non, Ouais. après physiquement, moi ce qui est rien de plus sexy, je trouve que c'est quelqu'un, peut-être qu'il est grand, peut-être qu'il est fort, mais s'il est tout doux et tout sensible et tout en train de regarder comment finalement, c'est rigolo parce que c'est du rose saumon. Enfin, c'est vachement plus intéressant. Enfin, je trouve Pour moi, ça va au-delà du corps en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans un tel culte, encore une fois, de la consommation, qu'on regarde le corps, qu'on regarde comment se servir du corps, comment désirer le corps. Ouais. Mais en fait, il n'y a rien de mieux. Et c'est pour ça que je suis féministe. Hein. Ouais. En vrai, il y a un truc que je comprends pas comment on peut être un macho. Enfin, pas macho, c'est pas le bon terme, parce que le machisme, il répond quand même à son pendant. C'est-à-dire que. Il y a des femmes machistes qui vivent très bien le rapport de domination avec l'homme, et ça me regarde pas. Mais je vais plutôt aller dans les gars qui... les gars les suprémacistes masculins. Les masculinistes me dépassent totalement. Pour moi, c'est des gars qui n'ont jamais fait l'amour avec une femme libre. Ils veulent que des femmes... Et une femme soumise, je suis pas un expert dans tous les sujets, mais j'ai l'impression que, dans mon cas, baiser avec une femme qui a envie de baiser, c'est vraiment génial. Bah ouais. Beaucoup plus amusant, Ouais. c'est beaucoup plus divertissant, Ouais. ça amène plein d'idées, ça te libère de tes trucs à toi, tes blocages, tes déblocages, enfin Je trouve que c'est effectivement dommage de se bloquer, de se limiter au corps, encore une fois, à la consommation de l'autre. Ouais, ouais, des idées préconçues de c'est quoi le viril ou le féminin, mais c'est sûr que peut-être que moi aussi ça me pose problème, peut-être que finalement je suis quelqu'un finalement assez viril et que faut que je sois avec un gars qui est ok avec ça, quoi.
Ouais. Et que c'est pas... En fait, il y en a pas tant... Il y en a, je pense, hein, qui même cherchent ça. Ouais. Une nana qui est pas forcément d'accord et tout. Ça veut pas dire que je vais pas écouter, que je vais pas être attentionnée, mais j'ai du mal... Enfin... Est-ce que j'ai du mal à bullshit? Enfin, ça me saoule. En fait, à la fin de la fin, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup une question d'intelligence. Parce que si quelqu'un est intelligent, en vrai, tout découle de ça. C'est-à-dire que si... et comme tu dis, c'est l'écoute, en fait. S'il n'est pas en train de t'asséner ses vérités, et que toi, bon, tu veux lui faire plaisir, donc tu es là, t'écoutes, et tu te retrouves dans un truc à mentir, en fait. Ouais. Mais et s'il est suffisamment subtil ou malin pour sentir... ouais, c'est... Puis, en fait, ce n'est que des cycles, quoi. Ce n'est que des... ouais. Et puis même, moi j'ai l'impression bizarrement qu'on laisse aussi une place au couple. Tu disais, là tu viens de dire, il y en a peut-être qui cherchent ça. En fait, je pense que personne cherche rien. Ou chacun cherche son fantasme. Ouais. Or, ce que tu fantasmes, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi. Ouais. On va comparer ça avec Google. Quand tu es sur Google et que tu cliques sur ce qui est devenu Loana, et que tu vois des tas de photos de Loana, et que tu te dis, ah, c'est marrant, puis tu tombes sur ce qui est devenu machin de la Starac. Et au bout de 3 semaines, Google il va se dire que c'est exactement ce que tu cherches, et donc il va te proposer tout le temps des recherches là-dessus. Et tu te dis, mais non, moi c'est pas ce que je veux. C'est peut-être ce que j'ai l'impression de vouloir, mais en vrai, mon corps c'est pas ça qui est nécessaire. Et donc je pense que c'est pareil dans la vie de couple, c'est-à-dire que tu fantasmes une attente, et donc tu vas dire, moi je veux une femme qui... Moi par exemple, ma femme, je suis pas certain qu'elle rentre dans tous les clichés de ce que je pensais désirer. Pour autant, j'ai l'impression que tout ça c'est secondaire, en fait, c'est ridicule. Je pense qu'en fait on pourrait tous être en couple avec tous, et que ton pote qui disait t'es bisexuel, mais je pense que tout le monde est bisexuel en vérité. Être avec un humain et puis trouver un moyen de l'aimer tellement fort pour avoir envie de créer ensemble quelque chose qui est sublime et qui s'appelle du sexe, t'as pas besoin. Mais après, c'est-à-dire que toi, t'as eu de la chance, vous avez eu de la chance de vous rencontrer tôt, et c'est vrai que c'est formidable. Après, quand t'as pas cette, cette rencontre, cette fulgurance... Non, mais il faut avoir l'autre en face. En fait, ça fonctionne si tu fais avec l'autre, t'as raison. En fait, tu peux pas être le seul à travailler dans ton couple. Non. Donc c'est en ça que je disais, on peut être tous, mais la seule chose nécessaire, c'est pas ce que l'autre attend ou ce que toi t'attends. En fait, c'est d'avoir en face quelqu'un d'intelligent, qui va composer avec ce que t'es, composer avec... Mais après, t'es obligé, quand t'es célibataire, de surdéterminer ton goût, parce qu'au fur et à mesure des expériences, même en étant ouvert... tu finis par le faire de toute façon d'une manière naturelle, parce que ton cerveau il est fait pour ça. Quand t'as mangé 3 fraises et que tu te rends compte qu'elles sont toutes périmées, tu vas considérer que toutes les fraises sont périmées. Mais comme tu le dis, on se trompe aussi, on se trompe sur le fantasme, et c'est vrai que moi je suis en train de comprendre qu'en fait, je pense que mon fantasme, c'est, alors pas forcément ce mâle alpha, mais peut-être c'est... peut-être l'artiste torturé pour qui j'ai Génial. tu vois, mais dans la réalité, en fait, ce que je veux, c'est quelqu'un de beaucoup plus léger, peut-être certainement plus optimiste, et de plus je sais pas comment dire, j'ai un peu de mal avec les gens qui tu sais, se mettent dans la marge et sont là, mais de toute façon genre ce monde court, enfin je sais pas comment dire, alors peut-être que je suis une fucking capitaliste en vrai, mais c'est pas que j'ai jamais été avec un mec riche ou quoi, mais quand tu me dis qu'avec ta nana vous avez acheté et puis qu'en fait etc, vous avez revendu, vous avez construit, je me dis mais c'est drôle, c'est un jeu en fait, et puis vous arrivez à impacter le réel. Mais nous, la vie c'est que un jeu, tout est une blague, rien n'est important. Alors évidemment c'est d'autant plus facile maintenant que ça marche, mais ça a été un jeu aussi à la base quand on jouait devant 4 personnes dans des bars tout pourris quoi. Mais je pense que... Et donc maintenant on peut dire avec le recul que c'est un jeu, mais c'est un jeu dans lequel on en chie un peu à l'époque. Mais moi pour le coup, de toute façon, chacun décide de ce qu'il veut faire de sa vie, et chacun décide de ce qu'il veut faire de son couple. Il faut trouver la personne avec qui t'as le plus envie de fabriquer un truc commun quoi. Mais est-ce que tu crois pas qu'on fait aussi beaucoup les choses en réaction à ce qu'on a vécu dans l'enfance, ou comment on a vu nos parents, comment on a perçu? Toi, c'était quoi le couple que formaient tes parents? Alors non, parce que moi, mes parents... Moi, j'ai une mère qui est... Moi, on avait un schéma inversé par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mon père était retraité de l'armée de l'air, et ma mère prof de droit. Donc c'est ma mère qui rapportait l'argent à la maison, et c'est mon père qui était père au foyer, qui nous emmenait à l'école, qui nous emmenait faire du sport, etc.
Donc on avait vraiment ce rapport complètement inversé. Mais faut prendre moi ma relation avec ma femme avec beaucoup de pincettes, parce que vraiment on s'est rencontrés à 17 ans, quoi. Enfin moi je venais d'avoir 17 ans et elle allait sur ses 17 l'année d'après. Donc on était des gamins. Donc bizarrement le passé, moi, mes souvenirs d'enfance, le repère de couple que j'ai, c'est pas tant mes parents, quoi. Oui, je les ai vus évoluer et puis je savais juste qu'ils étaient pas amoureux, ils ont fini par se séparer. Mais ouais. Ok. J'ai senti très vite qu'en fait ils étaient pas amoureux, et quand ils ont divorcé, quand j'avais 17 ans, justement quand j'ai rencontré Marion, et qu'ils m'ont dit bon bah voilà, nous c'est pour vous qu'on est restés ensemble, t'as envie de dire bah fallait vous casser avant. C'est fou quand même que tes parents se séparent l'année où tu rencontres Marion. Bah je pense que c'est vraiment un fruit du hasard. Ma mère a rencontré quelqu'un d'autre, et puis je pense que ma mère elle était très jeune aussi, elle avait l'âge que j'ai maintenant. D'accord. Quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a eu à 21 ans justement. Ok. C'est assez curieux d'avoir des souvenirs très précis de ses parents de quand ils ont l'âge que t'as maintenant. Ouais. Je sais pas quel âge ont tes parents toi, mais... Bah là moi ils ont la soixantaine, mais bientôt je vais avoir l'âge que ma mère avait quand elle m'a eu, et ouais c'est un peu chelou. Ouais. Mais attends, donc tes parents, donc l'année de tes 17 ans, se séparent. Ouais. Et... Ta mère rencontre à 38 ans un nouvel homme, c'est elle qui quitte ton père. Exactement. Ok. Et donc, mais bon voilà, ça n'a pas été un traumatisme. Ça n'a pas du tout été un traumatisme, ah ouais? Non, pas du tout. Ça m'a un peu foutu un coup de pied au cul parce qu'ils m'ont foutu à la porte. Ok. Pas méchamment, mais juste, bah non, mais il n'y a plus de place, quoi. Enfin, chacun va prendre son appart. Ok. Tu voudrais aller chez papa ou chez maman, ou te démerder tout seul, ce serait vraiment pas mal. Et puis... Waouh, ok. Ouais. Mais encore avec le recul, franchement, j'ai même pas l'impression de... Bah c'est peut-être un cadeau qu'ils t'ont fait, mais c'est certainement ce qui a peut-être aussi accéléré ton engagement avec Marion. Bah oui, parce qu'on s'est très vite installés ensemble. Tu vois, à 18 ans, on habitait ensemble, par exemple. Bah oui. Mais question logistique, c'était vachement plus simple. Mais ça, tu vois, c'est marrant. Je pense qu'il y a des études là-dessus qui est que quand tu as une instabilité, quand tu sens une instabilité, ou tout d'un coup, tu vas toi-même créer ta stabilité. Ouais. Moi, c'est plutôt l'inverse, justement. C'est que le noyau familial était tellement... fusionnel, j'ai tellement vu... Déjà, il y a un idéal d'avoir vu mes parents s'aimer autant. C'est pas que ça me met une pression, c'est que... Des fois, ça m'angoisse aussi pour mes enfants. Ouais. Ben ouais. Parce que, en effet, pour tes enfants, je te le dis, ça va pas être facile, qui est que c'est pas évident, mais soit dans les... On parle avec eux. Ouais, d'accord. On leur dit que c'est pas magique. On Ouais. leur dit... Enfin, tu vois. Que c'est pas toujours comme ça. Après, je les ai vus finir par se séparer. Ça, pour le coup, moi, ça a été un gros traumatisme. Dur, mais même après s'être séparés, ils étaient encore je suis très 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 proche de mes parents, et je me demande si c'est pas aussi un truc qui m'éloigne des hommes et du couple, ou d'un truc où je me dis en fait c'est comme si j'étais déjà tellement protégée, aimée, encouragée. Enfin en vrai, si j'ai mes parents chacun tous les jours au téléphone, plus mon chat, à la fin de la journée, genre... Trop le temps. j'ai plus de temps, puis j'ai plus tellement besoin, je reçois tellement d'affection et même de complicité de leur part, et ils sont au courant de tout, je partage beaucoup avec eux. Ils en peuvent plus, c'est eux qui vont nous virer. Non, ils sont... gueule. Au contraire, ils sont un peu... Moi, c'est moi qui fais mon travail en psychanalyse, de trouver la bonne distance vis-à-vis d'eux pour les laisser gérer leur vie. Je pense qu'eux, ils m'ont beaucoup surinvesti en termes, donc je porte quand même pas mal et c'est lourd, tu vois, justement, et c'est lourd dans les échecs, quoi, parce que résultat, dès qu'il y a un truc super qui se passe, ça se passe aussi pour eux, tu vois, ils vivent un peu quand même à travers moi. Et les échecs, ils sont un peu dégoûtés, ils sont un peu merde, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que t'as merdé, Rosa? Ouais. Pourquoi t'es nul? Ouais, exactement, ça c'est vrai, mon père est un peu comme ça, et donc résultat, ça c'est le côté où la peur de l'échec est très très... Parce qu'il faut leur prouver, il faut que... Alors que l'échec, ça fait tellement partie, heureusement, quoi. Tu peux lui dire que notre métier, c'est d'être nul. Si on était fort, on serait pas du tout humoriste. Et c'est vrai que toi, t'as fait Ruquier alors pendant toute une période... Ah bah oui, toi aussi, pendant 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Voilà, c'est ça s'est arrêté là. Ouais, non. Elle était pas facile, votre place. Je trouve que vous en êtes bien sortis tous les 3, mais... Je regardais l'émission et je me disais, en fait, je sais pas si c'est un bon exercice. Moi, j'ai détesté, c'est un bien grand mot, mais en vrai, l'émission de Ruquier, c'est ce qui m'a permis de me dire qu'en fait, j'allais faire des trucs sur YouTube. Okay. C'est grâce à tout ça. Déjà, première étape, j'étais pas heureux là-bas, il fallait faire parce que je suis pas con, je suis adaptable et je suis capable de m'adapter à tous les trucs. Donc là, il fallait que je sois en télé. Bon, il y a une émission qui propose des trucs où je peux y aller, j'y vais.
je suis moyen. Enfin, tu vois, clairement, il y avait des gens qui tiraient très bien leur épingle du jeu. Moi, je me trouvais médiocre. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais c'était très bien. Oui, c'était très bien. Mais en vrai, tu te dis pas waouh, t'étais puissant. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'endroit où on sera puissant. C'est de trouver donc toi, l'émission de On est en direct, c'est pas l'endroit où tu seras la plus puissante. Bah, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il faut continuer à chercher. Je vais prendre l'exemple de Sa Mère, par exemple, que j'adore. Bah, Sa Mère, sur On ne demande qu'à en rire, c'était l'endroit pile où ça tapait dans le mille. Et ben lui, c'était pour lui cette émission. Et depuis qu'il n'y a plus cette émission, bah, il faut qu'il trouve d'autres endroits où s'exprimer. Et là, pour le coup, il est moins à l'aise. Donc je trouve qu'en fait, chacun doit trouver l'endroit précis où il est génial. Et chacun est génial à un endroit précis. Tant que tu n'as pas trouvé ton endroit précis, bah, on dirait que tu es nul. Kian, avant Bref, c'était pas Kian. Il n'était pas extraordinaire, il était pas... Vraiment, je trouvais... Enfin, c'est pas un truc que je dis dans son dos, il le sait très bien. C'était bien ce qu'il faisait, c'était chouette, mais il y avait d'autres gars qui faisaient des choses aussi chouettes que ça sur scène, il n'y avait aucun problème. En revanche, je l'ai trouvé extraordinaire dans la série Bref, parce qu'il avait trouvé exactement ce qu'il lui fallait, quoi. On va prendre l'exemple de Kéron qui est extra puissant dans sa manière de faire des spectacles. La première fois que je l'avais vu, c'était en 2008 ou 2009, toutes ces impros, je sais pas, j'ai dit moi il y a un truc, ça manque d'organisation, quoi. C'est un peu le bordel. Et puis effectivement c'était le bordel, quoi. Et je l'ai revu 2 ans plus tard où c'est encore plus le bordel, mais du coup c'est génial. C'est là-dedans qu'il est bon, c'était dans le bordel. Donc il faut trouver ce pourquoi... ça c'est étonnant ce que tu dis, c'est ce que Yacine m'avait dit un petit peu une fois où j'avais vu et je lui disais j'ai l'impression que c'est compliqué de parler de sexe, que parfois ça dérange, de sexualité. Et il m'a dit je sais pas, peut-être qu'il faut que j'en parle moins. Il me fait, ou alors c'est certainement que t'en parles pas assez. Ouais. Mais il m'a dit, en fait, si là il y a un entre-deux, ça veut dire qu'il faut que t'en parles plus, que ce soit plus clair. Ah ouais, je pense. Et puis la sexualité, quel est le biais dans lequel on n'a pas encore vu les femmes? Je trouve que c'est intéressant de parler de sexualité sans... À chaque fois qu'on parle de sexualité, on est là pour désacraliser un truc et donc le rendre un peu trash. Or, moi je suis pour désacraliser le sexe, mais je suis aussi pour garder l'aspect beau de ça, l'aspect joyeux, quoi. Enfin, je vois pas la différence entre 2 adultes qui font l'amour et qui s'éclatent dedans et 2 gamins qui jouent au Playmobil. Pour moi, on est dans la même dynamique, c'est juste que nos jeux ont changé, nos envies et nos désirs ont changé parce que on est au service de ce que demande notre corps, c'est-à-dire la reproduction. Mais au début, on est au service de ce que nous demande notre corps, c'est-à-dire apprendre à gérer nos muscles. Donc c'est à ça que sert le jeu. Et ensuite, le jeu, il sert à se reproduire. C'est vraiment purement humain et purement animal. Et je trouve qu'on a sacralisé, avec l'aide de l'Église évidemment, l'acte sexuel et il faut faire ça devant Dieu. Puis on a désacralisé en mode tu fous ta bite n'importe où. Moi, je pense qu'il faut, en fait, de toute façon, c'est comme ça que le monde est fait. C'est-à-dire qu'on oscille vers un extrême puis l'autre et donc là on est dans le balancier de on va faire des partous tout le temps puis ça va revenir vers le balancier de non en fait le couple c'est comme ça qu'il faut être. Mais est-ce que tu l'as vu toi dans ton expérience de producteur, vu que tu produis une femme, tu produis Tania, est-ce que tu as rencontré, tu as pu voir en effet dans le milieu de l'humour comme un truc bizarre vers une évolution et en même temps j'ai l'impression est-ce que ça reste compliqué, c'est-à-dire que c'est d'être une femme en humour ou de parler de... moi je pensais que tu vois justement Blanche Gardin que j'admire incroyablement, elle avait ouvert les portes, ouvert une voie, permis, et pas vraiment en fait. Mais non, mais tu sais que c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait t'es pas dépendante de quelqu'un d'autre. En soi, comme tu dis, c'est compliqué d'être une femme et il y a un moment... Si ça pue, c'est la laine de mon chat, hein. Il fait sa toilette. Allez, j'y vais. Je sens rien d'ici. Et j'ai plus de goût, enfin je sais pas pourquoi. Donc je pense en fait être une femme c'est plus compliqué, d'accord. Il y a un moment où être un noir c'était plus compliqué et au final qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 15 noirs qui ont commencé à prendre la parole et c'est devenu évident. Moi j'avais le problème inverse, c'est-à-dire que je suis un homme blanc, hétéro, marié, normal. Pour moi ça a été un enfer de trouver quelque chose. En fait je pense que chacun a sa complexité. Et c'est justement de ta complexité naît quelque chose. Tania, quand je l'ai rencontrée, je l'ai rencontrée, on se connaît depuis 2009-10, mais que je l'ai re-rencontrée, on va dire 2017, quand elle venait faire mes premières parties. Je la trouvais géniale et je la trouvais très dure.
Sur scène, c'était ça mon truc. Je suis rentré à la maison parce que c'est ma femme qui produit plus Tania que moi. En gros, c'est elle qui bosse et c'est moi qui dis je produis Tania. Une belle société patriarcale. Bref, ce que je disais, c'est que vraiment il y a une fille hyper intéressante, mais je la trouvais en force, quoi. Et pourquoi elle était en force? Parce qu'elle jouait au Paname, et au Paname, le discours, elle n'avait pas encore suffisamment pris. Blanche, avant de devenir Blanche Gardin, l'ultime géniale meuf incroyable qui est bourrée de talent et qui est voilà, elle était aussi l'incroyable femme bourrée de talent que les gens comprenaient pas, et qui regardaient en disant pourquoi elle dit des trucs comme ça. En fait, je pense que incroyable. Donc toi, t'as connu Blanche à ce moment-là, parce que moi j'ai pas le recul. Je suis arrivée il y a un peu moins de 3 ans dans le stand-up. Très vite, hein. Blanche, alors il y a eu avant 2015. Ouais. Où là, elle avait fait le Jamel Comedy Club et que son personnage n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis il y a 2015 où elle est arrivée avec une proposition qui était tu te dis, ah oui d'accord, voilà Blanche Gardin. Et ben entre 2015 et 2017, on va dire, le moment où elle a vraiment pris de l'ampleur, il y a des gens qui connaissaient pas, quoi. Et je l'ai vu jouer plein de fois devant des publics qui se disaient, mais quel est ce discours, quel est ce personnage? Et aujourd'hui, ça prend plein de place, mais... En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf, il y a un temps d'adaptation. Et moi, c'est même le credo de ma carrière. Je me suis toujours dit, en fait, tu finiras par exister. Enfin, il n'y a aucun problème. J'ai jamais été très intéressant comme gars, sur mon exemple à moi, prenons-le. Je ne suis pas intéressant pour un producteur. Je suis un gars normal, voilà, j'ai rien de différenciant. Mon truc à moi, c'est de me dire, en fait, je vais être là tellement longtemps, et je vais tellement travailler, je vais tellement finir par être marrant que même les gens... Quand je serai pas marrant, ils vont voir ma personnalité, mon humour, mon humeur. Tout ça, c'est ça qu'on vend. Et ça se développe pas en un clin d'œil comme certains sont capables de faire. Boone, en 4 minutes, t'as perçu le personnage. En 4 minutes, tu te dis, ce mec-là, je vais aller le voir en spectacle. Moi, il va falloir 3 ans. 400 vidéos. Il va falloir que je rentre dans ton quotidien et tu vas finir par dire, mais en fait, c'est cool. Mais c'est la même chose que... on va revenir au sexe, sur le fantasme. Il y a des tas d'humoristes et des fantasmes. Et moi, je dirais que je suis un humoriste avec lequel tu te maries. C'est-à-dire que tu m'aimes bien et tu vas me suivre pendant toute ma carrière. Mais c'est pas le « j'ai envie de ça », puis après je l'ai oublié. J'ai l'impression, c'est comme ça que je m'analyse. Ouais, t'es fidèle avec ta femme et tu crées une fidélité avec ton public. J'ai l'impression. Mais et d'ailleurs, les plateaux, toi, tu t'en as fait beaucoup, t'aimais ça? Est-ce que t'en fais plus aujourd'hui? Quand on se croisait parfois au Jardin Sauvage, tu venais, quand Shirley le faisait, faire un peu plus longtemps. Mais sinon, en effet, le Paname, tu y as joué à un moment? Ouais, j'en ai fait... Alors, putain, ça me fait bizarre que tu me vois ça, parce que ça veut vraiment dire... En fait, il y a un moment, j'étais le mangeur de plateau. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. J'en faisais tout le temps, quand j'avais besoin de comprendre qui j'étais sur scène, quoi. J'étais obligé de jouer beaucoup. Après, il y a eu la phase où j'ai commencé à travailler un peu beaucoup, je jouais 4-5 fois par semaine, et mon spectacle, bon là j'avais 2 soirs de libre concrètement, cassos. Et puis après, donc j'ai eu envie de faire des plateaux, et je me suis dit ouais, mais là je vais monter le mien, je vais monter l'Inglorious. Et puis depuis 2 ans l'Inglorious, j'en fais plus parce que j'ai plus le temps de tout produire, et je suis revenu ces derniers mois faire des plateaux parce que j'avais besoin de jouer, de travailler mon nouveau matériel. Mais je me laisse trop le droit à l'erreur en plateau. J'ai trop... Tu veux dire que maintenant que t'es connu aussi, les gens sont trop... Ils rient dans tous les cas parce qu'ils sont contents de voir Verino? Non, je dirais... Enfin, il y a un truc comme ça, mais en fait, ce truc-là, moi, me pousse. Enfin, c'est bizarre, mais il y a des tas d'humoristes qui te disent non, il faut que ce soit plus dur. Moi, au contraire, quoi. En fait... J'écris un truc, j'ai envie d'aller jouer devant des gens qui sont dans cet état-là, parce que j'ai envie de les mettre à un niveau encore supérieur. Et donc moi, je me pousse, je travaille encore plus, je déchire ma vanne pour qu'elle soit au stade d'après. Alors que, quand je vais sur un plateau et que les gens se disent « Ah putain, c'est Verino, ça doit être très très drôle », il y a une forme de pression malsaine où j'ai envie de leur dire « Ouais... » Et du coup, je joue pas ce que je suis, c'est-à-dire un petit bonhomme. Bizarrement, la relation que j'ai créée avec le public que j'ai, c'est peut-être vraiment une relation fantasmée, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de respect dans l'irrespect. C'est-à-dire que les gens viennent me voir en se disant il est cool. Et donc, j'ai énormément d'occasions dans la salle où les gens font des remarques sur les trucs que je dis et on rentre dans des débats et on discute. Oui, je me souviens quand j'ai vu ton spectacle au Grand Point Virgule, il y a une proximité, alors que pourtant, on parlait de puissance, t'es très très puissant dans ton spectacle, t'es hyper, il y a énormément d'énergie, physiquement, t'es là, quoi. Je veux dire, tu mouilles les chemises.
Mais en effet, c'est vrai qu'ils veulent tous être tes copains, quoi. Ouais, et tu ils ont te sens à l'aise et t'as le droit de parler. Oui, c'est pas un rapport de peur. C'est bizarre parce que moi aussi, je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Moi, je suis arrivée dans le stand-up en me disant, ouais, je vais chercher un truc un peu justement. Un peu de hauteur. Ouais, à la Gaspard Proust, où je les méprise, etc. C'est pas toi qui Et au décide. fur et à mesure, je suis là, genre, soyez tous mes kikoulol. C'est pas toi Mais- qui décide de ce que t'es, c'est incroyable. Et en fait, la recherche du stand-up, c'est pas toi de travailler ton personnage pour l'amener quelque part. C'est toi de découvrir ton personnage pour pouvoir l'habiter, en fait. C'est de découvrir qui tu es. Et c'est un mélange parce que de temps en temps, tu leur refais peur aussi parce qu'à la fois tu crées cette identification où en effet il y a suffisamment de confiance, de détente pour qu'ils rient, pour qu'ils soient tout de suite à l'aise chez toi, et en même temps tu casses ça par un truc très insolent et ils sont là oh et ça les fait rire aussi venant de pour toi. Moi il faut ça, il faut justement pour moi on est là pour mettre des claques entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que le public se sente suffisamment à l'aise. Moi je veux qu'ils aient le droit de prendre la parole. Par contre, c'est moi qui dois terminer. Donc je dois être très très fort. Je dois avoir une beaucoup batte de baseball d'autorité. dans la main. Et, mais autorité, non, parce que c'est pas un rapport de force. D'accord. C'est juste que la vanne, elle sera tellement forte que le gars en face, il va faire ok, c'est lui le chef. Enfin, ok, bah, je suis dans ton équipe. Moi, j'ai jamais planté quelqu'un qui était intervenu dans le spectacle. Bah oui, t'étais là au Montreuil Comedy Club. Oui, j'étais là. Il y a quelqu'un qui était intervenu à propos de la pâte à tartiner ou je sais plus quoi. Ouais, moi ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. En tant que public, ça m'a fait chier parce que je comprenais, je voyais, t'as fait une blague sur le Nutella qui était très claire et très. Voilà, on voit tout de suite l'idée. T'as un putain de bobo qui était là, Nutella, il faut qu'il mange le Nutella. Et j'étais là, genre. Enfin. C'est le titre, enfin tu vois, tu vas pas prendre le risque de dire Nocciolata pour lui faire plaisir à elle et que en fait c'est quand même un tiers de salle qui comprennent pas parce qu'ils ont pas la thune d'acheter de la Nocciolata quoi. Donc ça m'a cassé les couilles. Mais ce que je trouve génial là-dedans, mais t'as super bien réagi. C'est du coup on a la totale. On a moi qui fais le truc, elle qui remet en question, moi qui dis j'entends ta remise en question. Et du coup il y a une vraie discussion. Mais par contre effectivement faut pas rentrer en. Ah non, t'es pas rentré en. Non mais c'était impressionnant. Moi, alors là, un jour j'aimerais être comme toi. Mais t'as eu un truc, c'était limite de moine Shaolin, quoi. C'est-à-dire que t'as accueilli l'intervention. Comme quand je discute dans la vie. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est ça. Quelqu'un mais qui intervient dans mon spectacle. alors qu'elle t'a coupé en plein élan, hein. Enfin, elle t'a coupé au milieu. Enfin, tu vois, c'était pas un moment où tu laissais un silence, c'était pas un moment. C'est-à-dire que c'est ça qui. Enfin, c'est limite quasi chrétien, quoi. Franchement, il y a un truc où elle t'a coupé. Enfin, moi, ça m'a frustrée en tant que spectatrice qui voulait la fin du sketch, donc j'avais balle. Et elle est intervenue et t'as accueilli ce qu'elle a dit et t'as rebondi. Et donc, c'est vrai que j'étais genre, waouh. Je crois que c'est quoi là ? Là, pour le coup, il peut y avoir un rapport avec ce que je suis réellement. C'est-à-dire que dans le fond, moi, dans la vie, quelqu'un qui prend la parole et il en raconte beaucoup plus sur lui. Enfin, en fait, la réaction que t'as toi, c'est de te dire, mais l'autre, elle s'est permis de couper, de parler, de machin. Pour moi, en fait, il vient tellement de se foutre tout seul dans la merde. J'ai pas envie de le laisser couler. Et foutre une dernière claque en disant, mais qui t'es, espèce de bobo. En fait, là c'est vraiment, je l'aurais laissé couler. Et au lieu de ça, j'ai envie qu'ils se sentent bien malgré. Il y a un côté un peu. Venez comme vous êtes. Tu vois, le côté McDo. T'es très incluant. C'est vraiment, t'es à fond dans l'horizontalité. En fait, j'ai trop mal au cœur que quelqu'un. Parce que moi, je pense. Je me visualise toujours à la place de quelqu'un qui peut dire un truc comme ça. Alors que jamais de ma vie, j'oserais intervenir dans un spectacle. Jamais. Mais en fait, j'ai une empathie. Mais comment t'étais au lycée collégien ? T'étais comment avec les autres enfants ? Est-ce que t'étais populaire ? Est-ce que t'avais des copains ? Est-ce que t'étais le chef ? Un peu des deux. Je crois que j'étais un peu... Je crois que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais dans le groupe des gars à la mode. Ok. Tu vois mais j'avais rien à foutre dans le groupe des gars à la mode. Okay. C'était juste que j'étais marrant et qu'on se marrait bien. En fait, moi, vraiment, je voulais me marrer tout le temps. Okay. J'allais à l'école uniquement pour ça. C'était mon unique objectif. Vraiment, ça m'intéressait, quoi. Mais t'as jamais été bully ou t'as jamais été dans le... Ouais. Bully, c'est... à harceler ou à... Ah non. Mais parce que j'ai un peu un ego là-dessus. Je crois que j'étais un gamin assez intelligent et que du coup
je détestais un rapport de force quelconque m'énervait. Et donc, et je pense que c'est intéressant ça, le coup du rapport de force, je rentre jamais dedans, jamais. Quand quelqu'un intervient comme ça, je veux pas lui faire croire qu'il m'a mis un coup. Et donc j'accueille son truc juste pour le aikido, tu vois. En fait, je suis jamais en rapport de force, jamais. Et dès que quelqu'un rentre dans un conflit comme celui-là, je dis oui, très bien, t'as gagné. Et en fait, je ne supporte pas ça parce que pour moi, parce que je vois ce que je déteste dans l'humain. La volonté de dominer, quoi, tu vois. Et au fond de nous, je sais qu'on a tout ça, mais justement, moi, je l'annule. Très bien, bats-toi tout seul. Waouh. C'est ouf. C'est intéressant ce que tu m'as... tu sais qu'il y a des gens, genre, ils travaillent toute leur vie sur eux-mêmes pour arriver à ça. Hein. C'est cet endroit de renoncement où tu sépares, où t'enlèves l'ego du jeu. C'est des livres et des livres et des livres de... Ouais, mais c'est 20 ans de vie commune avec ma femme. Ma formation, c'est ça. C'est effectivement le moment où... je pense qu'en fait, on a eu des moments où tous les deux, on a dû justement faire ça. Ne pas rentrer dans une domination quelconque l'un par rapport à l'autre. Parce que si tu veux que ton ego ait de la place, il faut que l'ego de l'autre ait de la place et il faut qu'au final, on n'en ait pas. Quoi. Et puis, à quoi bon... C'est génial. Attends, c'est trop bien. Je viens de voir en effet que ça fait 1h23 que je te retiens. Moi, ça me plaît totalement, c'est juste que j'ai reçu un texto de ma sœur. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai regardé Ah, d'accord, parce que je veux pas te... C'est vrai que parfois je suis tellement dans le truc que j'en oublie. Mais. Moi, j'espère juste que je parle pas trop. Non, c'est trop bien. Non, ce qui est très bizarre, c'est que j'avais formaté ma carte SD. Pourquoi elle me dit qu'elle est full? Heureusement, j'ai le backup de l'iPhone. Heureusement qu'à chaque fois, je fais deux trucs. Mais non, mais après, c'est bizarre. Ça me dit full et en fait, ça sort quand même. Ah oui. Tu vois, ça, c'est un truc où en effet, un jour, il y aura. À la fois, ça serait chouette d'avoir un vrai technicien, de le faire vraiment en studio avec des moyens. Et en même temps, c'est pas mal d'être aussi seul, d'avoir le truc ultra... Ouais, puis ouais, je crois que c'est bien. Puis ça te rend encore... Encore une fois indépendante, ouais. Moi, j'ai embauché quelqu'un pour faire le montage de mes vidéos à partir du moment où j'ai su faire le montage de mes vidéos. Ouais, c'est clair. Mais là, demain, tout le monde me claque dans les pattes. Je repars, petit artisan, je prends ma caméra, j'appuie sur Rec. C'est ça au début, hein. Je disais aux gens, vous êtes prêts? Ouais, bon, je vais faire des vidéos. J'allais chercher ma caméra, je la posais sur le truc, j'appuyais sur Rec, je branchais avec l'écran. Et dis donc, Internet, cette semaine, machin, je rentrais chez moi, je mettais 2 jours à monter ma vidéo, je la postais. Et je faisais 400 vues. Hein. Donc derrière, il faut vraiment commencer, s'habituer, accepter. Ne pas présumer de rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est le podcast qui marche vraiment bien. Là, ce mois-ci, là, on dépasse les 13 000 téléchargements dans le mois. Wow. Donc, c'est des téléchargements, c'est même pas les écoutes. Donc, c'est vraiment énorme. Ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et... ça me rapporte 0 études pour le moment. Mais indirectement, j'espère que c'est des gens qui prendront leur place pour venir voir le spectacle quand un jour... Sauf qu'il y a plein de gens qui sont en Belgique, en Suisse ou pas en France. Tu vois, quand tu partiras en temps, mais, ça va être incroyable. Et à la base, c'était une blague. C'est surtout des gens qui comprennent ton délire. Ah ouais, non, là, c'est sûr que oui. Je te coupe, mais c'est des gens, non, bien sûr, quand tu vas les jouer devant eux, ils sont... on parle des gens acquis, mais les gens acquis qu'on veut pas avoir, c'est quand t'es Franck Dubosc, que c'est les anciens gens acquis. Quand t'allais à la télé et puis que du coup il y avait 6 millions de personnes qui te voyaient chez Drucker et que tu montais sur scène et que dans les 6 millions il y a la moitié de la salle qui était très contente parce qu'ils t'avaient vu à la télé. Mais c'est pas ça que tu construis, toi. Tu construis une communauté. C'est ça. Donc c'est les gens qui vont venir te voir, ils vont t'aimer. Ça veut pas dire qu'ils seront acquis bêtement. C'est-à-dire qu'ils ont été acquis parce que tu as mérité le fait qu'ils soient acquis. Mais oui, complètement. C'est ce que moi, c'est vrai que tout le monde me disait pourquoi t'as pas une chronique sur France Inter, pourquoi t'as pas une chronique. Donc résultat, je me suis mise à désirer à fond le fait d'avoir une chronique sur France Inter et bon, ça n'a pas lieu, ça se passe pas. Ils savent peut-être qu'un jour, mais au final, je me dis est-ce que c'est pas l'histoire de la vie de en fait quand tu veux trop un truc et ben ça n'arrive pas. Moi, j'aurais rêvé d'avoir une chronique sur France Inter et puis si j'avais une chronique sur France Inter, j'aurais jamais foutu mes pieds sur YouTube. Tout le temps, c'est comme ça. En fait. Moi, je me dis un truc tout le temps, c'est qu'à partir du moment où on te contourne, c'est que tu n'es pas incontournable. Le jour où tu es incontournable, tu auras une chronique sur France Inter, en fait. Le jour où le mec de France Inter il dit on n'a pas le choix, il nous faut Rosa Berstein, et ben voilà. Donc d'ici là, il faut qu'on travaille. Et aujourd'hui, toi, tu veux toujours une chronique sur France Inter ? Non, surtout pas. Non.
Non, j'adore la liberté. média que j'ai. Ouais. Et puis, au-delà de ça, je crois que c'est les meilleures conditions dans lesquelles me montrer. Enfin, c'est les conditions les meilleures pour moi. Quand pareil, j'étais sur l'émission de. Enfin, je fais partie des gens qui ont été castés pour le rôle qu'a eu, je sais plus qui, chez Ruquier dans l'émission. Philippe Capdevielle. Ouais. Et donc, ils m'ont appelé pour me proposer aussi de faire partie du truc. Et je leur ai dit, mais bon, les gars, j'en ai 200 des vidéos. Enfin, vous allez regarder, si je suis capable d'écrire sur le quotidien, vous pouvez. Enfin, sur l'actu, go, quoi. Et au final, plus ça avançait, plus je me dis, mais je veux surtout pas aller là-bas. Parce que je vais aller là-bas, je vais être face à Laurent Ruquier. Alors oui, Laurent Ruquier, il est très bon en télé, j'ai bossé avec lui, c'est agréable de bosser avec lui. Mais je me serais retrouvé dans des conditions qui ne sont pas les conditions optimales pour que mon travail soit montré. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas le meilleur dans plein de trucs, mais il y a un truc dans lequel je suis bon, c'est pour parler aux gens. Parce que j'adore parler aux gens. J'adore. Donc, dans ma vidéo, ce qu'il y a, c'est pas que je fais des vannes extraordinaires comme peuvent les faire Haroun ou Blanche Gardin ou Fari. C'est pas que j'ai un point de vue incroyable comme peut avoir je sais pas qui. C'est pas que je fais des personnages géniaux comme peut le faire machin. Ou que c'est juste que mon atout à moi, il est de regrouper tout ça, d'être à cheval sur l'humour noir, l'humour d'observation, l'humour absurde. Mais mon identité profonde, c'est que quand je parle à la caméra, on sent que je parle aux gens dans la salle. Et donc on sent mon envie et on sent... Donc ça, c'est les meilleures conditions pour montrer mon travail. Et donc mon super pouvoir, il est là. Il faut avoir conscience d'où il est. Et vraiment, je serais allé chez Ruquier, j'aurais fait les mêmes blagues. Mais en fait, peut-être même que je les aurais moins bien faites parce que j'aurais pas eu autant cette confiance dans les gens, quoi. Mais ouais, c'est clair. Parce que la télé, j'ai l'impression de faire de la télé. Donc Ouais. je fais ce qu'on me demande, quoi. Faut faire de la télé, oui, bah on va faire de la télé, ouais, faut regarder la caméra là, d'accord, très bien. Ouais. Là, mon truc, c'est moi qui monte sur scène. Je suis le propre patron. Je viens de faire marrer les gens pendant 1h30, je leur dis on fait une vidéo, ils font ouais, ok, clic. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est trop bien. C'est génial. Donc chacun doit trouver le truc dans lequel il s'éclate. Et peut-être que toi, en fait, ce podcast-là, c'est bien plus qu'une chronique sur France Inter. Parce que voilà, moi je vois quand j'étais chez Ruquier, on faisait dans les meilleurs moments de l'émission 1 million de spectateurs. Sur le million de spectateurs, il y a peut-être 200 000 qui m'aimaient bien. Sur les 200 000 qui m'aimaient bien, il y en avait 40 000 qui étaient vraiment à se dire lui, il faut que j'aille le voir en spectacle. Sur les 40 000 qui se disaient vraiment, il faut que j'y aille, il y en a 20 000 qui sont allés sur internet pour voir les dates où je jouais. Et sur les 20 000, il y en a 300 qui ont trouvé des places, tu vois. Et là aujourd'hui, quand je fais une vidéo, je fais 400 000 vues. Sur les 400 000 vues, il y a 400 000 personnes qui se disent qu'il faut qu'ils viennent. Il y a 400 000 qui vont chercher sur internet. Il y a 400 000 qui prennent leur place. Enfin, tu vois, ça. C'est énorme. C'est tellement. Donc, le chiffre à la base, il a rien à voir, mais en vrai, on tape tellement précisément. Et surtout, encore une fois, c'est les spectateurs que j'aime. Moi, je suis. Là, tu me demandais si c'était la meilleure période de ma vie en famille, j'en ai aucune idée. Mais en spectacle, c'est sûr et certain que oui, quoi. Ouais. C'est trop bien. Et cet amour des gens, tu l'as toujours eu. Et c'est pas, tu penses pas que ça, c'est pour le coup quelque chose ni de ta mère ni de ton père, c'est quelque chose que tu as eu dans la cour d'école, c'est quelque chose tout seul, cette envie de connecter, cette envie de s'adresser, d'inclure. Ce qui est fou, c'est que elle est un peu paradoxale. Elle est sur deux pieds, ce truc-là. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout souffert du confinement, par exemple. J'ai aucun problème à être seul. Je vis très très bien. J'ai pas de la déprime de l'artiste qui sort de scène et qui va à l'hôtel et qui est tout seul dans sa chambre d'hôtel. J'adore la solitude. Mais quand je suis avec des gens, j'ai que ce soit bien fait. Donc j'adore être avec des gens et j'adore la solitude. Mais j'ai pas une boulimie ni de l'un ni de l'autre. Tu vois, quand je suis remonté sur scène là au moment de la Nouvelle Ève, franchement, il y a un moment, je m'inquiétais dans mon écriture. Je me disais, mais en fait, je vais bien, quoi. J'ai pas du tout besoin de monter sur scène tous les soirs. Hein. Ma vie, elle est hyper cool. Franchement, si j'avais pas besoin de gagner ma vie, je suis bien à rien foutre. Hein. Vraiment, tout va bien. Et je suis remonté sur scène et je suis sorti de là, je suis retourné à la maison et évidemment, j'en avais parlé avec ma femme de lui dire, mais je crois que ça va tellement. On est bien dans notre vie, tout ça. J'ai pas besoin. Hein. Je remonte sur scène le premier soir. Elle était là. Le deuxième, le troisième, puis au bout du 4e, quand on m'a annoncé que c'était la fin, je me suis dit, mais en fait, je suis dégoûté.
Mais en fait, oui. c'est tellement bon. Ouais. Et c'est seulement, effectivement, j'en ai pas besoin. Comme j'ai besoin de rien, en Mais fait. parce que c'est un nouveau stade de ta carrière. Ça, c'est vrai Ouais. que c'est encore un peu un tabou en France, mais les humoristes américains, ils en parlent vachement. Les Kevin Hart, enfin, les gens qui, ça y est, ils ont accédé à la reconnaissance. Et Ouais. que c'est pas la même énergie, ni la même loose, ni même financièrement que. En fait, c'est Chris Rock aussi de. Qu'est-ce que c'est d'être un humoriste aisé? Enfin, financièrement, Ouais. en fait, t'es là, mais t'as pas besoin. Et. Puis t'es très vite aisé. Parce que Ouais. enfin, ça dépend où est ton ambition, mais moi, j'ai jamais eu l'ambition d'être riche. Hein. Mm. Donc, je suis riche depuis très très longtemps. Quand tu regardes mon ambition à moi, qui était de me faire 1500 par mois, mon objectif, c'était d'avoir un SMIC. Je l'ai. Et puis, il y a des périodes où j'en ai beaucoup plus, des périodes où j'en ai beaucoup moins. Oui, mais t'en as quand même beaucoup plus que la plupart des autres humoristes. Mais c'est vrai Ouais. que ce stade, il n'a pas encore tout à fait été adressé dans l'humour français, ou alors Non, il avait mais été je fait crois un peu qu'on- maladroitement par Gad Elmaleh éventuellement. Mais oui, parce qu'en France, on a un rapport malsain à la thune. Ouais. Parce qu'en fait, on se rêve tous très riches. Je Ouais. pense qu'il y a quand même un truc, on a tous rêvé de gagner au loto, on a Mm. tous rêvé de qu'est-ce qu'on ferait avec 20 milliards de dollars, Mm. mais moi je dépenserais de tout, je serais un cinglé. Et en fait, je pense que... Mais de la même manière que un humoriste... Moi je pense, je lirais ça, pour moi c'est la même énergie qu'un humoriste qui se rêve devenir star. Mm. En fait, il y a un moment, tu as un stade de star où ça suffit. Mm. Moi, j'adore mon niveau de carrière. Je suis Mm. pas sûr d'avoir envie d'être plus connu que ça. Mm. Au niveau public, hein, je veux dire. Bah, est-ce qu'on peut Euh. être plus connu? Est-ce que tu remplis un Rex? Oui, mais regarde, Gad Elmaleh, il marche pas dans la rue. Mm. Moi, je prends le métro hein, tous les jours, hein, Mm. et tout va bien, quoi. Mm. Enfin, quand je prends le taxi, c'est vraiment parce que j'ai la flemme et ça Ouais. m'arrache de prendre le taxi parce que je suis tout seul dans la bagnole et que j'ai Mm. l'impression de faire de la merde pour l'écologie. Ouais, ouais. Donc vraiment, je prends le métro, le RER, je suis avec ma roue, machin. Vraiment, au stade de notoriété pure, Kev Adams, Ouais. sa vie, c'est pas la même que la mienne. Et pour autant, Mm. il y a beaucoup de gens qui font des salles équivalentes aux miennes Bah ouais. et qui sont vraiment des stars de chez stars. Ouais. Donc en fait, j'ai les Ouais. côtés positifs et pas les côtés négatifs. Et ça Bah me va ouais, très c'est très trop bien. bien. Ouais, c'est très 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 bien. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est génial. Mais donc du coup, je pense que, tu vois, si on m'avait demandé au début de ma carrière quel niveau je voudrais être, jamais j'aurais pensé mon niveau aujourd'hui. Mm. Je me serais dit, bah, enfin, j'ai envie d'obtenir quelque chose, j'ai envie d'aller... Mm. Puis en fait, il y a un niveau où tu dis, non, stop. Ouais, En c'est fait, parfait. j'ai exactement la dose de respect que je voulais. Ouais. Parce qu'on a toujours l'impression que l'humoriste cherche de l'amour. Moi, je pense qu'en vrai, je cherche du respect. Hein. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Mm, mm, mm. Juste la dose, juste les gens qui viennent te dire, j'adore ce que vous faites, bravo, merci. Et qui sont, et c'est lui votre fils On est en train de faire les courses à Intermarché. C'est votre fils, il sort du yaourt, ouais. Eh, bien joué, gars. Mon fils, c'est vrai, merci. Et ça me plaît, ça me plaît de ouf. Et je pense que c'est exactement ce rapport-là qu'on a avec l'argent. C'est-à-dire que tu t'imagines milliardaire, mais tu t'imagines pas qu'en fait, obtenir 15 000 balles de ta sueur, de ton front, c'est beaucoup plus payant que gagner 20 milliards au loto, quoi. Ouais. Je pense que je suis tellement heureux. Là, aujourd'hui, ma richesse, elle est triple. C'est-à-dire que je gagne bien ma vie et ça, c'est chouette. J'ai en plus la chance, comme tu le disais, on est très intéressés avec ma femme sur nos investissements, sur ce qu'on fait. Donc, on a aussi de la chance d'avoir une autre passion qui nous lie. C'est ça, c'est les apparts, quoi. Enfin, juste de résidence principale en résidence principale, se fabriquer notre nid. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, on a en plus réussi à gagner de l'argent grâce à l'argent qu'on avait gagné. Enfin, c'est tout paradoxal, mais voilà, ça a augmenté. Et puis, je sais plus où je vais en venir. Il y a la richesse qui est, en fait, chaque centime que je gagne, elle est due à des gens qui viennent voir mon spectacle dans ma salle. Et les gens viennent voir mon spectacle dans ma salle parce qu'ils m'ont vu sur YouTube. Et le YouTube, c'est mon poignet. C'est mon cerveau qui écrit. Donc en fait, j'ai l'impression de ne pas être une arnaque. Et ça, c'est génial. Parce que... Et t'as jamais l'angoisse de vieillir? De te dire comment est-ce que... parce qu'en France, est-ce qu'on a des humoristes, essayer de se dire de la cinquantaine, de la soixantaine de... Moi, je m'en fous en fait. Ouais. Moi, si je vieillis, je raconterai les choses qui me plairont à ce moment-là. Ouais. Et si les gens sont moins nombreux à vouloir les écouter parce que ça les intéresse pas, bah, c'est bien en fait. En fait, c'est dramatique, mais on court derrière, dans l'humour, je pense, on court derrière une chimère, quoi. On court derrière un truc qui est incalculable. Tous les humoristes te le disent, une fois que t'es arrivé là, t'as peur de redescendre. Mais c'est quoi? Comment tu sais comment t'es arrivé là? Non?
Alors tu sais comment ne pas redescendre? Toujours pas. En fait, pour moi, il faut qu'on arrête. Et là, pour moi, le vrai melon, il est là. C'est quand l'humoriste, il pense à la place des gens. Il monte sur scène et il a envie que les gens acceptent son discours. Ou il a envie que les gens rient. Et combien tu vois d'humoristes qui sortent de là en disant putain ça a pas marché ce soir. Ça a pas marché, c'est quoi? Quel est ton pas marché? C'est veut dire quoi? Tu n'as pas réussi à parler? Si, t'as réussi à parler, donc ça a marché. En fait, les gens n'ont pas ri comme tu le voulais. Ça, je suis très triste pour toi, mais c'est putain d'égocentrique. Tu peux laisser les gens rire comme ils veulent. Nous, on est là pour parler, on propose et les gens disposent. S'ils ont pas envie de rire, pour 1000 raisons, faut arrêter de le prendre nous personnellement, quitter pour dire aux gens les gars, juste mettez une couche un peu supérieure parce que moi, mon propre kiff, mais ta gueule, c'est pas le kiff du comédien qu'on vient voir. Enfin, si, bien sûr, mais je veux dire, c'est un kiff qui est indépendant du public. C'est à nous de créer la machine pour que la machine, elle nous nourrisse. Ouais, mais ça, c'est une assurance que tu peux avoir quand même quand, ça y est, tu sais que t'es drôle et que tu sais que t'as rempli des belles Non, scènes. je pense... Enfin, je suis d'accord, je pense que c'est une assurance que tu peux avoir, mais je pense que c'est une exigence qu'il faut avoir avant. Parce que tu te trompes de combat. Si ton objectif... En fait, il y a tellement même ça te simplifie le cerveau. À partir du moment où tu dis, mais en fait, les gars, on va les laisser rire comme ils veulent. Bon, j'ai mis du temps à voir ça, mais je pense pas que c'est parce que je suis devenu drôle et un peu connu que j'ai obtenu cette distance. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt cette distance qui m'a permis de progresser. D'affronter la caméra tout seul, toutes les semaines, etc. En fait, il n'y a rien qui est grave. Déjà, quand quelqu'un s'en va de ta salle, il faut intégrer qu'il s'en va parce qu'il n'aime pas le contenu de ce que tu fais, pas parce qu'il t'aime pas toi. Alors que nous, on est persuadés qu'on se fait poignarder dans le dos, que le gars, il vient nous faire du mal. Non, il faut les laisser partir quand ils n'aiment pas, parce qu'ils ont le droit de ne pas aimer comme toi, tu as le droit de ne pas aimer. Il faut les laisser kiffer et rire très fort. En fait, on est bizarre, nous. On veut accepter quand quelqu'un nous dit qu'on est géniaux, mais on veut refuser quand quelqu'un nous dit qu'on fait de la merde. En disant, ça se fait pas de dire qu'on fait de la merde. Mais par contre, ça se dit de dire que je suis génial. Bah non, en fait, ni l'un ni l'autre se disent. Juste, vivez ce que vous avez envie de vivre. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait la même ironie quand quelqu'un vient nous dire qu'on est des dieux vivants que quand quelqu'un vient nous dire qu'on est des sombres merdes. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. L'un et l'autre sont liés à la perception que la personne a de toi. Et la personne, tu sais pas qui c'est. Donc s'il vient te dire que t'es génial, ça se trouve, lui, il est pédophile. Et quand il vient te dire que t'es génial, c'est que tout ce que tu racontes a un écho formidable à ce que lui, il vit. Et donc t'es en train de faire un spectacle pour pédophile. Est-ce que ça veut dire que lui... Est-ce que ça veut dire qu'il avait raison à la base? C'était vraiment formidable? Non, t'es une sombre merde. Mais il s'avère que ton discours a plu à un gars qui était pas bien. Donc il faut refuser il faut les accepter avec le même niveau d'empathie, c'est-à-dire merci de me dire que je suis génial et merci d'avoir écouté ce que je dis et d'en conclure que je suis une merde parce que ça veut rien dire ni l'un ni l'autre en fait. Moi je propose et vous disposez. Waouh, c'est encore le moine Shaolin, parce que tu te dis que c'est un peu comme avec la spectacle, t'arrives à... T'as quand même vachement... La question du narcissisme, elle est réglée, quoi, chez toi. Enfin, il faut, sinon on est des mauvais humoristes. Ouais. En fait, tu t'es obligé de pas t'admirer. Hein. Enfin, je veux dire, si tu veux réellement faire ce travail... Peut-être que il doit y avoir aussi quelque chose qui total, en fait, qui fait que t'es en couple depuis tant de temps, etc. J'ai l'impression que les humoristes qui sont dans la vénalité ou dans la flatterie, etc., c'est un peu le même problème que les hommes qui ont besoin d'être infidèles ou d'avoir des femmes ou de séduire en permanence ou de... Mais je dis pas pour le coup... Enfin, je suis obligé de pondérer ce discours parce que tout ce que tu dis, ça résonne encore. C'est-à-dire que ça, c'est la théorie et parfois, il y a quand même des moments où... Mais je lutte contre en permanence. Et les réseaux, c'est le meilleur truc qui te tient drogué à ce fait de plaire. Mais poster une vidéo et regarder combien il y a de likes, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment arrêter de le faire. Et c'est un effort quotidien de ne pas regarder les chiffres, de ne pas être un psycho sur tes critiques billets réducs, de ne pas être tout ça. Je pense effectivement qu'il faut avoir autre chose à foutre.
Il faut avoir autre chose, il faut se donner autre chose à foutre. Et qu'en plus, avoir des enfants, ça occupe Et bien. ben vachement. Et ça, quand t'as un gosse qui a la diarrhée, t'as pas le temps de regarder si tes dernières critiques sont positives. Quoi. C'est clair. Alors que quand t'as le temps... Ouais, tu fais que ça. Tiens, Fabien Olicard, il a écrit un bouquin il y a pas longtemps sur le temps, où il racontait qu'en fait, la journée, elle fait 24 heures. Et quoi qu'il arrive, tes 24 heures, tu vas les vivre. Donc quoi qu'il arrive, tu vas mettre quelque chose dans tes 24 heures. Donc c'est à toi de décider ce que tu vas mettre dedans. Et c'est très facile de pas avoir le temps. Moi, en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai le temps de rien. Et pourtant, je peux te dire que j'en branle pas une. Je suis en confinement, je n'écris rien. Je cherche pas de nouveaux concepts. Ça commence à me manquer, donc je vais revenir. Mais je vais revenir parce que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de jouer. Mais au quotidien, je joue à Mario. Je discute avec ma femme qui est en train de se former sur un nouveau truc parce qu'il y a autre chose qui la passionne. Et ça, c'est ma femme. Trop bien. Elle change de passion. Demain, je vais faire ça. Et pouf, elle s'auto-forme sur un truc. C'est ma meuf. Et donc, je l'écoute vachement là-dedans. Donc, je suis très content de pouvoir être là pour elle à ce moment-là. Ça me nourrit beaucoup. Mais je me nourris, mais sans aucune démarche volontaire. Et résultat, mon temps est plein. Mais à l'époque, mon temps, il était complet de la même manière. En ayant Tania qu'il fallait produire, l'Inglorious Comedy Club qu'il fallait produire et qui tourne, mes dates de spectacle, j'en ai 70 par an en tournée et puis 150 sur Paris chaque année. Et en fait, mon emploi du temps, plus YouTube toutes les semaines, à écrire, monter, jouer, faire en sorte de... Enfin, mon emploi du temps était un truc de cinglé. Et pourtant, j'avais les mêmes 24 heures que maintenant. Donc en fait, c'est toi qui choisis, quoi. Et encore au tout début de ma carrière, où je passais ma vie, je pense vraiment, à mon avis, je pouvais passer 1 heure par jour sur Billet Réduc. tout confondu pour voir où t'en étais dans tes critiques. Et donner une importance quelconque à Michel 84 qui dit que ton spectacle, c'est une bouse incroyable. Et t'es là à dire, il a raison. Il a raison, Michel. Et il peut y en avoir 10 qui te disent que t'es génial. Tu te dis, je sais pas. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, sur Instagram, t'es actif Pas beaucoup. Non, pas assez, mais ça fait classe en même temps. Moi, c'est mon addiction en ce moment, c'est Instagram. Et je comprends qu'il faut qu'on y soit addict. Hein. J'y passe. La dernière fois que j'ai eu un décompte, ça va te choquer, je vais te décevoir, je crois que tu ne pourras plus me parler de 7 heures par jour. Oh la vache. T'imagines? Mais alors, ça me déçoit pas du tout à d'abord. force de toutes les 30 secondes d'y aller, c'est-à-dire que c'est jamais 7 heures en continu, mais c'est que, en fait, toutes les heures de mais oui, tu checkes un truc. Tu checkes un truc, tu regardes une notification, et à la fin, ça fait 7 heures par jour. C'est une drogue, c'est de la merde. C'est horrible cette merde. Et tu sais que moi, je me suis mis un truc sur mon téléphone pour qu'au bout d'un quart d'heure, ça me dise est-ce que tu veux... Non, 2 heures. Je mets 2 heures de réseau par jour, tout confondu, et je suis obligé de redire... Et t'arrives à te discipliner? Mais pas du tout. Non, mais au moins, à chaque fois, je clique. Ouais. Et Instagram, souvent, ma meuf, je pense que je dois y passer... attends, je vais regarder. Ah ouais, t'as le regarder. chiffre. Je dois avoir les chiffres, à mon avis, sur... Et en même temps, le temps que tu cherches, c'est-à-dire que c'est le diable à tentation, mais pour la bonne raison. C'est-à-dire que c'est aussi Instagram, via le podcast, qui me permet un jour de pouvoir trouver le public qui me rendra indépendante. Moi, j'ai pas trouvé ça sur YouTube, mais pour le coup, je fais un peu grandir sur Insta, je fais des petites vidéos. Donc évidemment, la façon dont les vidéos sont reçues, évidemment, je regarde les vues. Et moi, quand je dépasse les 2000 vues, je suis trop contente. Alors, mais oui, t'as vu 2h17 en moyenne quotidienne. C'est bien, putain, c'est pas beaucoup. Sur tout, tu te rends compte? et WhatsApp compris. WhatsApp compris. Ah ouais, c'est génial. Mais... Enfin non, c'est pas génial, c'est déjà trop. Hein. Mais tu sais que c'est des drogues, ces trucs-là, tout est fait pour que ton cerveau soit addict, mais oui, c'est de la couleurs, merde. Mais c'est pas que de la merde en fait, c'est-à-dire que c'est un mélange des deux. C'est un faux monde. Oui, c'est un faux monde, mais il y a aussi des vrais gens dessus et il y a plein de... Mais c'est des vrais gens drogués pareil que nous. Oui, mais il y a en fait, plein tu de parles combats politiques qui se font sur Instagram, ça j'y crois vraiment, notamment tous les trucs féministes et LGBT, etc. Le fait que Angèle et Marie Papillon puissent afficher leur amour lesbien en plein air sur Insta, ça, c'est une création d'Instagram. C'est-à-dire qu'à l'époque de Elle et de Madame Femina, etc., dire combien de personnes ont menti sur leur sexualité pendant tant d'années. Attends, je fais croire à tout le monde que je suis mariée depuis 20 ans. Alors qu'au final... Alors que je serais le premier nom à sortir sur MeToo. En tout cas.
Mais et ça, tu vois, ce côté LGBT et les combats féministes aussi, via le podcast aussi, parce que c'est des trucs qui finalement ne ressortaient pas des médias dominants. Oui, mais tu vois, justement, moi, ces médias-là, ils me passionnent. Mais les médias un peu... Underground. Non, je dirais plutôt low-tech. C'est-à-dire, là, pour moi, Instagram, son objectif, c'est pas de faire en sorte que les messages lesbiens passent. Son objectif, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent aux messages lesbiens parce que comme ça, ils vont y passer du temps. Et en fait, c'est ça que je trouve malsain. C'est que, au final, tout n'est que rentabilité tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime YouTube et que j'ai du mal à quitter YouTube. C'est que on y reste pour regarder des vidéos plus longues. On y va pour regarder quelque chose. Instagram, si ma vidéo, je la poste au moment où t'es pas devant ton téléphone, tu la verras jamais, quoi. Et moi, j'aime que les gens... Ils cliquent, ils aillent chercher un peu. C'est plus théâtral, c'est plus télé... Mais aujourd'hui, YouTube, c'est la télévision. Enfin, c'est vraiment, voilà, tu vas plus sur la télévision, tu vas sur YouTube voir quelque chose, un vrai produit fini. C'est vrai que c'est pas la même consommation. Après, moi, j'aime bien les stories, l'intime, voir quelque chose... Ah oui, c'est marrant. Moi, les stories, j'ai l'impression de me voyeur, faire bouffer la vie par la vie des gens. J'ai l'impression que j'en fais très peu. Et en vrai, je m'en veux je m'en veux de pas autant travailler ces réseaux-là. Mais il y a aussi un autre truc qui m'énerve, c'est que c'est des réseaux privés. Ça n'appartient pas aux gens, ça appartient à quelqu'un qui s'appelle Mark Zuckerberg. Et ce quelqu'un-là, à chaque fois que je fais un truc pour Instagram ou pour Facebook ou pour YouTube, eh ben j'ai quand même l'impression de faire en sorte que ces réseaux-là, qui appartiennent à des gens privés, enfin ça devrait être des réseaux humains. Il devrait pas y avoir... Pour moi, en fait, c'est ça qui manque, c'est un truc où... Mais à ce moment-là, comme Google, tu vois, comme Amazon, comme exactement. Oui, mais... Ça veut dire qu'ils nous ont bouffé notre vraie vie. La propriété privée, elle n'existe pas. Même notre appartement, on a l'impression de le posséder, mais en vrai, tu crois pas qu'il appartient à la banque? Si, oui, de toute façon, tant qu'il n'est pas payé. Et de toute façon, même l'argent est un truc comme ça. Mais je veux dire que... le vrai truc qui nous appartient là, c'est qu'on discute toi et moi. Et oui, mais ça, les gens vont l'écouter comment? Sur Apple Podcast? Évidemment. Mais et Spotify. Et via leur téléphone fait en Chine. Par des enfants ouïghours. Ouïghours. Merci aux enfants ouïghours. Ça, je crois que non, il y a pas de... Apple fait pas partie des marques citées parmi les 82 multinationales qui sont dans les camps ouïghours. Non. Adidas, oui, je crois. Nike aussi. Nike, Adidas, non. Adidas, non. Non. Mais Nike, oui, Zara, et d'autres, et beaucoup d'autres. Oui, mais c'est complètement stupide d'imaginer. Regarde juste en France, avant de parler des Ouïghours, regarde juste la place des Noirs en France. Moi, j'hallucine de voir à quel point être noir en France, c'est pas la même chose qu'être blanc. Enfin, tu vois, d'abord, on peut s'offusquer, et évidemment, offusquons-nous. Mais juste, est-ce qu'on peut regarder quand même aujourd'hui que... les violences policières et la stigmatisation, le contrôle aux faciès. Et puis même la vie normale. La vie normale, je sais pas comment dire ça. Mais Instagram, moi, c'est ce que j'aime bien dans tes vidéos et c'est ce que j'aime bien aussi. Et peut-être ce qui fait que t'es indépendant et que c'est pas sur une radio, etc. C'est que parfois, j'ai l'impression que justement, France Inter a un peu tendance à lisser le discours politique. Là où toi, tu te sens très libre d'avoir un truc un peu à contre-courant et qui est assez rafraîchissant. Parce que moi j'assume d'avoir le droit, j'assume de me planter. Donc quand je suis pas dans le sens global de l'humanité, si je dis une connerie, vraiment je m'en fous puisque j'ai une tribune. En fait, si moi, et j'ai déjà fait ça d'ailleurs, je me suis trompé, j'avais fait une vidéo au tout début, je pense que ça devait être genre ma 30e ou sur Kathleen Jenner, et que j'ai genré au masculin parce que j'y connaissais rien dans les combats LGBT et que mais le combat, la parole que j'avais, qui était, encore une fois avec le recul aujourd'hui, 4 ans plus tard, était juste, alors que vraiment j'avançais à tâtons dans un truc que je connaissais pas, les transgenres, je ne savais pas, je connaissais très très peu. J'ai l'impression que dans le fond, le discours était bon et que dans la forme, il a été mauvais, mais pour des bêtises. C'est-à-dire que vraiment, mégenrer quelqu'un, enfin, je suis désolé, je vais faire beaucoup mal à tous les transgenres, mais vraiment... C'est pas évident. Putain, alors c'est pas évident. Et puis surtout... c'est pas de la mauvaise volonté. C'est-à-dire que moi je trouve aussi qu'il est important que pour qu'un message avance, pour qu'une douleur puisse être entendue, il faut que cette douleur, tout le monde en prenne sa part. Et pour le coup, dans tous les combats féministes, racistes, etc., pour que la douleur avance, il faut que la personne qui t'inflige la douleur, elle soit capable de l'appréhender. Et moi, pour que... Alors j'ai vraiment fait des efforts parce que vraiment le discours que j'avais en face n'était pas intelligent, je trouve. Mais c'est-à-dire que moi tu me dis juste attention,
ta mégenrée, c'est hyper important. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui souffrent de ça, qui se sont retrouvées bloquées dans le truc et puis qui n'ont pas le luxe que toi de vivre en tant que personne cis. Et est-ce que tu peux comprendre ce truc-là ? Oui, je peux l'entendre et je suis tout à fait ouvert. Mais par contre, espèce de tocard, de transphobe et de mes couilles, bah là, j'ai envie de te lever mes deux doigts comme ça et de te dire, mais démerde-toi avec ton problème. Ça n'est pas le mien. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'il arrive parfois que les personnes qui souffrent aujourd'hui de maux, et puis en plus tous les maux n'ont pas la même échelle quand tu les regardes sur le papier. Enfin, il y a des gens qui sont très tristes pour des choses qui sont vraiment pas graves. Hein. Oui, non, c'est sûr. Et puis on peut pas prendre en compte tous les. Parfois, les commentaires font évoluer et tu réfléchis. Parfois, moi j'ai reçu un message. Bon, bah peut-être que la personne qui m'a écrit écoutera ce podcast, mais dans l'épisode avec Redouane. Et qu'il aille se faire foutre. C'était une femme, mais parce que Redouane m'a raconté que sa première copine. Elle avait la vingtaine, lui il avait 14 ans et qu'il l'avait rencontré, il était encore au collège, après il a quitté l'école, mais qu'elle était à la fac et que pour lui c'était incroyable. Et donc j'étais là genre waouh, trop bien. Moi à aucun moment, et après j'ai reçu le message de cette femme, c'est de la pédophilie, il a été avec une femme plus âgée que lui, comment n'avez-vous pas pu lui demander si c'était un traumatisme pour lui, c'était une prédatrice sexuelle, il a été abusé. Bah, oui. Et c'est vrai que moi sur le moment, en fait, ce que j'ai répondu, c'est que dans la façon que Redouane avait d'en parler, il avait l'air d'être heureux, que c'était une expérience positive. Et moi, ce que j'ai répondu, c'est que je pense que la plupart des rencontres amoureuses et sexuelles sont assez incongrues, qu'on le veuille ou non. Donc, et en plus, il s'agit d'une femme et d'un homme, et que c'est comme le racisme anti-blanc. J'aime pas qu'on mette un rapport d'égalité. En vrai, c'est pas pareil. Une jeune femme de 20 ans que tu rencontres à la fac et qui, genre, t'éveille à la sexualité d'un jeune homme de 14 ans, que Maznev, quoi. Je veux dire, tu peux pas créer c'est pas la même chose. Voilà, en fait. Et ça montre aussi qu'il peut y avoir des ascendants dans un sens et dans l'autre. Il peut y avoir évidemment des rencontres, et c'est ce que j'ai répondu. Je dis, moi, j'ai découvert la sexualité avec un homme qui avait 4 ans de plus que moi, donc ça va, mais il restait mineur en effet, mais bon, quand même, il y avait quelque chose de. Mais bon, puis voilà, c'est l'histoire de. C'est comme. C'est l'histoire de la vie, c'est-à-dire avant qu'on rentre dans l'histoire du. C'est très compliqué, cette histoire de s'éveiller sans se puritaniser. C'est-à-dire que c'est compliqué la période qu'on vit, c'est-à-dire de rester ouvert à... Putain, on est en France, quoi. Je veux dire, en vrai... Moi, je trouvais ça cool, l'histoire de Brigitte et Macron. En vrai. C'est l'un des trucs qui m'a fait voter pour lui. C'est que je trouvais ça assez stylé. Qu'en fait, genre, il aimait sa prof de français, tu vois, et de théâtre. Et que, je sais pas, le fait qu'il aime une femme intelligente et plus mûr que lui, je trouvais ça cool. Moi je trouve toujours cette grosse différence d'âge, c'est comme les différences de culture, je me dis putain, faut être vraiment sacrément intelligent pour affronter une différence. Et après, il y a plein de gens qui me disent mais non, c'est du viol, c'est de la pédophilie, etc. Les gens sont toujours très d'accord avec en vrai, je crois, ce que tu disais, c'est hyper intéressant d'avancer dans cette période où on avance vers le puritanisme et tout ça. Moi je pense que la clé c'est d'accepter déjà les défauts de chacun. C'est-à-dire qu'en vrai, il peut y avoir un gamin de 14 ans dont le fantasme c'est de se taper, et moi ça aurait été mon cas, j'aurais été ravi de vivre l'histoire. Mais après, peut-être qu'en tant que papa, toi t'aurais pas envie que tu vois que d'un jour t'es gamin mineur, il débarque avec en vrai, en vrai, je pense que c'est des questionnements qui ne m'appartiennent pas. Je pense que c'est à moi de les éduquer, et déjà c'est peut-être pas de leur interdire, mais c'est de leur dire tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, où est-ce que ça va, au lieu de tout le temps vouloir interdire et de tout le temps vouloir sensibiliser en amont. C'est-à-dire qu'au final, effectivement, on devient puritain, au lieu de pardonner, au lieu de faire avancer les choses. Et effectivement, mettre sur encore un même pied tous ces trucs-là, c'est hyper dangereux parce que ça symbolise chaque chose, ça interdit des choses, ça met des tabous à des endroits. Et donc, le tabou, encore une fois, ça rend... comment dire ça rend spécial toute relation entre humains, et donc à partir du moment où toute relation doit être spéciale, ça veut dire que chacun va se regarder pour voir s'il mérite l'autre et comment ça doit être, et on perd ce qui pour moi est l'essence de la vie, c'est-à-dire l'abandon, quoi. Juste de discuter sans avoir peur du jugement. Depuis ce matin, je me demande pas ce que tu penses de mes propos, et je pense pas que tu te demandes l'inverse, et je pense que de manière générale c'est très important de savoir comment on blesse les gens, mais c'est très important que les gens qui subissent quelque chose soient capables d'y réagir avec un peu de recul aussi. Et pas de moraliser sans arrêt tout. Enfin, c'est...
Il faut, ouais. Mais Et cela dit, ils ont raison aussi, parce que c'est terrible en fait. Il y a des gens qui ont vécu des trucs. Et je pense que c'est bien qu'on se relève aussi d'un truc très des années 60-70 et de Gainsbourg et de trucs. C'était important, c'était chouette. Il fallait après 68, mais qu'aussi aujourd'hui on peut rediriger un peu les choses dans le sens de attention, est-ce qu'il y a des gens qui souffrent dans ce schéma et dont on parle pas. Mais je pourrais continuer pendant des heures. Mais c'est chouette que les gens souffrent quand même. Mais oui, il faut. De toute façon, refuse de souffrir aujourd'hui, mais c'est quoi ton truc c'est quoi ta vie, quoi? Tu refuses de souffrir. Donc les gens prennent plus de risques, et donc du coup on les met dans ces petits cadres, et puis donc du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bosser 35 heures par semaine, ils reviennent à la maison et ils regardent des trucs de merde en se disant comme ça au moins je sors pas de ma zone de confort. Mais putain, sors de ta zone de confort. C'est tout lycée, quoi. Souffre et mal, enfin j'en sais rien, il y a un moment. Et puis même si c'est pas de ta faute, enfin tu crois pas que nous aussi, tu crois pas qu'on se fait violer en permanence par le public quand on vient ouvrir ses tripes et qu'en face on se fait consommer. Enfin c'est horrible quand on est des putes, quoi. Et j'ai une empathie particulière pour les prostituées depuis que je fais ce métier. Que je pense qu'ils font un don incroyable de soi. Alors évidemment il y a 15 000 prostitutions différentes. Je parle de la prostitution qui est de la prostitution volontaire. Pour intégrer au quotidien ce truc-là, il faut en avoir une espèce de philosophie de vie, j'ai l'impression, ou une inconscience. Et ben dans le stand-up c'est pareil. Pour monter sur scène il faut avoir soit une philosophie de vie, soit une inconscience. Quant à la philosophie, voilà, on vit ça, être costaud, se donner tous les soirs à 100%, s'offrir totalement, ouvrir ses plus intimes hontes, pour les donner à regarder aux gens qui les regardent et qui trouvent ça nul, ça pas bien, ça on va le consommer, le manger, s'en régaler, et donne-moi encore parce que j'en ai pas assez. Oui maître, voilà. Ben on est, t'es obligé d'avoir une certaine forme d'humilité comme tous les humains, et je pense que c'est ça finalement. C'est peut-être un manque d'humilité, l'humanité en ce moment. L'humanité, elle dit mais moi je suis moi et je refuse de souffrir. Bah toi t'es toi et tu dois accepter que tu souffres. Parce que c'est comme ça que tu comprendras les gens. Trop bien, génial. Merci Verino, c'est super. C'est génial. Parfois je demande est-ce que t'as une devise favorite ou ton mantra? J'en ai plein. Ah ouais, c'est vrai. Non mais non, oui, c'est intéressant. Mais tout ça, je pense que ça résonne. C'est trop beau tout ce que tu as dit, mais c'est bien. En fait, c'est très vrai ce truc sur le manque d'humilité, de savoir et la peur de vouloir souffrir. La souffrance devenue tabou, l'angoisse devenue tabou. Et le fait que tout doit être cotonneux et lisse et tu vois, que les gens et maîtrisable. Et pas dérangeant. Bah non, en tout cas, le stand-up, ça vient, c'est censé venir un peu cogner ça, quoi. Bah ouais. Poser des questions, mais même la philosophie de manière générale, il faut pouvoir poser un angle, oser poser un angle original, et oser parler, et oser. Mais il y a l'injonction à la censure est très 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 présente en ce moment. Moi, ça m'avait marqué pendant le premier confinement, quand il y avait eu le lynchage collectif de Leïla Slimani, parce qu'avec son premier journal de confinement, que bon, en fait, elle était partie. Elle avait dit qu'elle profitait de ce moment pour être à la campagne avec son mari et ses enfants, qu'elle se savait très privilégiée, mais que c'était beau. Et comme elle est écrivaine, elle romantisait un peu. C'était beau, la rosée sur l'herbe du jardin. Et tout le monde s'en est pris. Elle romantise le confinement, espèce de sale bourgeoise, ferme ta gueule. Il y a des gens qui vivent dans des tours. Et évidemment, en fait. Mais elle, au moment où elle l'a écrit, c'était le premier week-end, elle savait. Mais tu vois, on leur donne vachement d'importance à ces gens-là. Mais regarde, c'est les mêmes qui gueulaient sur le fait qu'il y ait des pistes de cyclables à Paris. Et que, moi, j'ai quand même entendu pendant toutes mes 5 dernières années le bashing de la mairie de Paris. Et je pensais jamais qu'elle ferait 60%. Elle a été tellement réélue qu'en fait, tu dis, mais les gens, ils parlent, hein. Mais ils parlent, quoi. Pour elle, Donc en vrai... tous ceux qui ont des avis sur les réseaux, en vrai, faut les prendre avec la même ironie que ceux qui n'ont pas d'avis, c'est-à-dire c'est pas grave, blablabla. Moi, il y a un autre truc que je me dis, tiens, pour ces gens-là qui ont un avis et qui veulent te le faire savoir, je les regarde avec beaucoup d'empathie parce que nous, on a de la chance de faire un métier dans lequel on peut s'exprimer. C'est-à-dire qu'on fabrique quelque chose. À partir de la vie, de nos expériences, de machin, on fabrique un truc. Et je vois les gens qui veulent nous blesser, non, pas qu'ils veulent nous blesser, parce que je pense pas qu'il y ait une volonté de blesser quand ils écrivent des commentaires de merde. Je pense que c'est plutôt une volonté de créer quelque chose. Et en fait, leur matière première, c'est nous.
Et toi, le premier truc que tu fais quand tu écris du stand-up, si tu veux avoir des rires, un peu de trash, un peu de gros mots, un peu tout ça. Puis après, tu les gommes, tes gros mots, parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est les idées qui vont être bonnes. Et ben en fait, nous, quand on reçoit les haters, et vraiment, j'en ai pas beaucoup, hein, donc c'est juste une réflexion. Mais les haters, pour moi, c'est ça. C'est des gens qui créent à partir de toi, c'est-à-dire qu'ils prennent ton travail, ta création comme outil de base, c'est leur glaise, et ils font leur truc. Et pour que ce soit efficace, eh ben, c'est trash et c'est grossier. Et en fait, c'est leur première couche. Alors parfois, il y en a qui passent à la couche d'après, qui réalisent qu'en fait, à force de commenter, ils vont développer une espèce d'intelligence dans le commentaire, avoir un peu de recul, un peu d'ironie. Mais sinon, il y a ceux qui... En même temps, c'est excitant, c'est en effet cette démocratie des réseaux sociaux. Moi, ça veut dire que ça m'a permis de me faire un point... c'est pas une démocratie, c'est ça, moi, qui me... C'est chacun a sa propre dictature. Mais tout en disant j'ai le droit de parler, il y a la liberté d'expression, t'as le droit de parler, mais c'est la démocratie, c'est on est très nombreux, chacun donne son avis, et ensuite on fait une moyenne de tout ça, et celui qui l'emporte, enfin c'est comme tel que ça. Là en fait c'est pas une démocratie, c'est que des micro-dictatures qui disent moi je veux que ce soit comme ça que ça se passe, et l'autre on est dans une démocratie, moi je veux que ce soit comme ça que ça se passe. Et non, puisqu'on est une démocratie, je veux que ce soit comme ça que ça se passe. C'est pas une démocratie, ça, c'est des dictatures, les amis. C'est des micro-dictatures. Chacun crée sa micro-dictature, et les réseaux, pour en revenir à notre méga-boucle, pour moi, c'est ça. Comme Instagram, Facebook, on se crée, parce qu'avec les algorithmes, je sais pas si t'as vu ce documentaire sur... j'ai vu, et il résume vraiment bien. Ça fait 2-3 ans que je suis dessus à cogiter comment parler de ce truc. Mais effectivement, comme on se nourrit des choses qui nous correspondent, et ben on se fabrique chacun notre petit monde d'informations. Et donc autour on vit dans ce petit monde d'informations qui nous correspond. On commente des choses qui correspondent à ce qui nous correspond. On trouve les alliés parmi les gens qui nous correspondent. Et en fait, chacun se crée sa micro-dictature, sa micro-société dans laquelle il a le droit de tromper sa meuf, il a le droit de machin. Et en fait, on refuse même de créer... Et là pour le coup la boucle est vraiment très grande sur le début. Les mecs qui te disent le polyamour, en fait c'est que des gens qui veulent vivre dans leur micro-dictature et avoir l'occasion d'aller butiner ailleurs tout en revenant dans leur confort de leur micro-dictature. Et que les réseaux entretiennent et même rendent encore plus populaire, quoi. Génial. Merci Vérino. Et pour finir, est-ce que tu accepteras de faire un live à la sortie de l'épisode? Absolument. Il va falloir que tu me harcèles parce que vraiment je vais oublier. Bon, c'était génial, merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop cool. Et merci à ton chat. Oui, il s'est tenu à carreau. Super. Alors mes amis, est-ce que cet épisode vous a plu? Entre Tristan Lopin et Vérino, dis donc 2 invités des mecs que je veux ken qui n'ont aucun problème érectile, incroyable. C'était quoi votre passage préféré dans cet épisode? Moi, c'est quand Vérino parle de ses parents qui se séparent l'année où il se met en couple avec Marion. J'ai l'impression que c'est un peu l'endroit de vérité de l'épisode. J'avais envie de jouer encore plus les psys, mais Vérino va tellement bien, il y avait rien à psychanalyser. Est-ce que vous aussi vous jouez au psy quand vous écoutez les épisodes des mecs que je veux ken et vous vous dites c'est ça la névrose profonde de l'invité? Moi, ma metteur en scène et meilleure amie, Adrienne, elle est très forte pour ça. Elle me fait des retours après chaque épisode du style « Mais Redouane Arjan est amoureux de sa mère, aucune femme ne pourrait être à la hauteur de sa mère. » Et moi, je suis là « Mais putain, c'est vrai !» J'espère que le son vous a pas trop dérangé. Je dis à un moment qu'on est à plus de 13 000 téléchargements du podcast dans le mois, mais ça a augmenté, maintenant c'est plus de 14 000. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais il y a des pubs via mon hébergeur Acast dans les épisodes. Au début, milieu et fin peut-être. Avant, je crois que c'était juste à la fin. J'espère que c'est pas trop et que ça vous dérange pas. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Je fais des tests. Je crois qu'il y a aussi un lien qui est activé pour soutenir le podcast. C'est dans la description. Si vous voulez me filer de la thune, vous êtes les bienvenus. Je suis en train d'expérimenter Patreon, c'est nouveau. Je vous tiendrai au courant quand je saurai mieux comment ça marche. Ou vous, écrivez-moi si vous avez déjà compris. Sur Insta, vous êtes toujours plus nombreux, c'est cool. Je suis à 6500 abonnés. J'aimerais bien arriver à 10 000 pour faire des fucking swipe-up. Ce serait trop bien. En termes d'actu, le point virgule est toujours fermé, donc vous pouvez me retrouver plutôt sur les écrans, sur la chaîne YouTube du Lollywood dans leur dernier sketch, sur France TV dans le Ring Comedy, bientôt dans Teva pour le Teva Comedy Show, et aussi normalement un de ces 4 sur Comédie Plus, vu que mardi prochain, on tourne à l'Européen et les Étoiles du Parisien. Mais vu qu'on est reconfiné, j'ai pas bien compris qui sera dans le public. Je crois un public payé, qui j'espère ira fort. Ça fait 1 mois que j'ai pas fait de stand-up par un plateau, je flippe. J'espère que vous ça va. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt.